La pluie commença comme un murmure, une fine bruine d'abord, à peine perceptible face au bruit lointain de la circulation et au bourdonnement incessant de la gosse la nuit. Mais les murmures ont la fâcheuse tendance à s'amplifier, et en quelques minutes, le ciel se déchira. Des trombes d'eau s'abattirent sans pitié. Sous un lampadaire vacillant, près d'un arrêt de bus désert, une jeune femme était recroquevillée sur elle-même, le dos appuyé contre le banc métallique froid. L'eau ruisselait sur ses cheveux, sur son visage, trempant sa fine robe de coton qui moulait son ventre arrondi. Amara se remua inconfortablement, une main soutenant le bas de son dos. Doucement, murmura-t-elle à l'enfant en elle. « Maman est là. » Sa voix tremblait, non de peur, mais d'épuisement. À 25 ans, elle avait imaginé une autre vie. Elle avait rêvé de devenir institutrice. Elle adorait les livres, l'odeur des cahiers neufs et le bruit de la craie sur le tableau. Mais la vie ne lui avait pas demandé son avis. Elle l'avait pris. Ses parents étaient partis, emportés par la maladie à 1 an d'intervalle. La petite chambre qu'ils avaient louée disparut peu après, engloutie par les loyers impayés et un propriétaire à bout de patience. L'homme qui lui avait tenu la main et juré fidélité avait disparu dès qu'elle lui avait annoncé sa grossesse. « Je ne suis pas prêt », avait-il dit, et il était parti. Le bébé donna un autre coup de pied. Elle esquissa un sourire malgré l'orage. « Tu es prêt, n'est-ce pas ?» La pluie redoubla d'intensité, éclaboussant le trottoir, rebondissant sur les caniveaux et formant de petits ruisseaux le long de la route. Les voitures filaient à toute allure, leurs pneus crissant sur les flaques d'eau et projetant des gerbes d'eau sale sur le trottoir. Personne ne ralentissait. Personne ne la remarquait. La ville ne s'arrêtait pas pour les âmes brisées. Amara serra les genoux contre sa poitrine, sans grand succès pour protéger son ventre. Son estomac gargouilla bruyamment, un rappel aigu et lancinant qu'elle n'avait rien mangé d'autre qu'un morceau de pain depuis le matin. Elle essaya de l'ignorer. La faim était plus facile à supporter que la honte. Quelques heures plus tôt, elle s'était tenue devant un petit restaurant, observant les clients rire et manger. L'odeur du riz frit et du poulet grillé lui avait donné le tournis. Un instant, elle avait songé à demander des restes. Mais sa fierté, fragile et obstinée, l'avait retenue. L'orgueil n'offrait plus aucune consolation. Le tonnerre grondait dans le ciel, sourd et menaçant. Un éclair soudain illumina la rue un instant, la teintant d'argent. C'est alors qu'elle l'aperçut. Quelque chose de sombre, allongé au bord de la route. Au début, elle l'ignora. Sans doute des déchets, pensa-t-elle. Les rues Lego accumulaient toutes sortes d'objets oubliés. Mais lorsque l'éclair vacilla de nouveau, l'objet capta la lumière différemment. Du cuir. Elle plissa les yeux sous la pluie. Lentement, prudemment, elle se releva du banc. Ses jambes protestaient. Son dos la faisait souffrir. Elle posa une main sous son ventre et fit un pas vers la route. Il y avait moins de voitures maintenant. Elle s'approcha, la pluie lui piquant les yeux. C'était un portefeuille. Noir, lisse, d'apparence luxueuse, à moitié immergé dans une flaque d'eau peu profonde. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle regarda à gauche, puis à droite. Personne ne semblait le chercher. Aucun bruit de pas précipité. Aucun cri. Elle se baissa avec effort, les genoux flageolants, pour le ramasser. Il était lourd. Trop lourd pour un portefeuille vide. Elle retint son souffle. Pendant un long moment, elle le tint simplement entre ses mains, l'eau de pluie ruisselant sur ses bords. Puis, presque malgré elle, elle l'ouvrit. Son monde s'est figé. À l'intérieur, des liasses de billets de Nera, tout neufs, soigneusement rangés et reliés en liasses. Elle resta bouche bée. La somme était plus importante que ce qu'elle avait vu depuis des années. Largement de quoi louer une petite chambre pendant des mois. De quoi acheter des vêtements pour bébé, un berceau, de la nourriture, des consultations médicales. Ses doigts tremblaient. La pluie s'estompa en arrière-plan. Le bruit de la ville s'estompa. Elle n'entendait plus que les battements de son propre cœur. « C'est ça, la survie », murmura une voix dans son esprit. « Personne ne le saura. Personne ne t'a vu le prendre. Tu en as besoin. Ton bébé en a besoin. » Ses yeux brûlaient, pas à cause de la pluie cette fois. Elle s'imaginait entrer dans une pharmacie et acheter des vitamines prénatales sans compter ses pièces. Elle s'imaginait dormir à l'intérieur, sur un matelas plutôt que sur le béton froid. Elle s'imaginait serrer son nouveau-né contre elle, en sécurité. La tentation était suffocante. Elle referma rapidement son portefeuille, le pressant contre sa poitrine comme pour apaiser ses pensées. « Mon Dieu », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Pourquoi maintenant ?» Son bébé bougea de nouveau. Amara se laissa retomber sur le banc, le souffle court. Elle rouvrit lentement son portefeuille, s'obligeant à regarder tout ce qu'il contenait.
Des cartes étaient soigneusement rangées dans leurs emplacements. Des cartes bancaires, des cartes de fidélité, puis une carte d'identité. Elle la sortit avec précaution. Un homme la fixait du regard à travers la surface brillante. Soigné, sûr de lui, probablement une trentaine d'années. Son costume à lui seul semblait coûter plus cher que tout ce qu'elle avait jamais possédé. Ethan Cole. Le nom était imprimé en gras sous la photo. En dessous, il y avait une adresse. Elle cligna des yeux. Elle connaissait ce quartier. Tout le monde le faisait. Le quartier huppé de Lille. 2 hauts portails, des agents de sécurité privés, des rues si propres qu'elles semblaient irréelles. Elle eut le souffle coupé. Ce n'était pas simplement quelqu'un d'argent. C'était quelqu'un de puissant. Son regard se posa de nouveau sur les liasses de billets. Il ne s'en apercevra même pas, murmura une voix. Mais toi, si, répondit une autre voix à l'intérieur d'elle. Amara fixa son reflet dans l'eau de pluie qui s'accumulait à ses pieds. Une femme enceinte, trempée et épuisée, sans endroit où dormir. Elle garda le souvenir de son reflet. Elle pourrait tout changer. Mais que dirait-elle un jour à sa fille? Que survivre exigeait de voler? Que l'intégrité n'avait d'importance que lorsqu'on était à l'aise. Elle s'imaginait tenant sa petite fille dans ses bras. Quel genre de mère serais-je? Murmura-t-elle. La pluie commença à faiblir. L'orage s'éloignait. Elle regarda de nouveau sa carte d'identité. Ethan Cole. Sa mâchoire se crispa. Ce n'est pas à moi, dit-elle fermement. Ces mots la rassurèrent. Rassemblant ses dernières forces, elle glissa son portefeuille sous sa robe, le protégeant de la pluie. Demain, décida-t-elle. Demain, elle se rendrait à cette adresse. Ses jambes la lâchèrent presque lorsqu'elle se releva. La marche serait longue. L'île était loin. Elle n'avait pas d'argent pour le voyage, mais elle se sentait plus légère. Non pas parce que ses problèmes étaient résolus, mais parce qu'elle avait choisi qui elle voulait être. Elle se glissa à nouveau sous l'abri de l'arrêt de bus et s'assit prudemment. La pluie se transforma en bruine, puis en quelques gouttes éparses. L'orage était passé. Les voitures continuaient de passer, inconscientes qu'à l'ombre de ce lampadaire vacillant, une bataille silencieuse venait d'être gagnée. Amara laissa tomber sa tête en arrière et ferma les yeux. Son estomac gargouillait encore. Son corps la faisait encore souffrir. Son avenir restait incertain. Mais son cœur était serein. Elle posa délicatement la main sur son ventre. « On le ramènera demain », murmura-t-elle doucement. « Et d'une manière ou d'une autre, tout ira bien. » Au-dessus d'elle, les nuages s'écartèrent légèrement, laissant entrevoir un fin rayon de lune. Et bien qu'elle l'ignorât encore, cette petite décision, prise dans la faim, la solitude et le froid, allait changer sa vie à jamais. Le matin à Lagos ne se levait pas en douceur. Elle surgit soudainement. Le soleil monta rapidement et impitoyablement, remplaçant la pluie fraîche de la nuit par une humidité suffocante qui collait à la peau et oppressait les poumons. Lorsque la ville s'éveilla complètement, Amara marchait déjà depuis près d'1 heure. Sa robe, bien que séchée par l'orage, portait encore de légères traces de boue à l'ourlet. Son portefeuille était soigneusement rangé dans un petit sac en nylon qu'elle avait trouvé, enveloppé dans un tissu pour le protéger. Elle n'avait pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait les liasses de billets, l'espoir, la fuite. Et chaque fois, elle se répétait, « Cet argent ne t'appartient pas », ses pieds enflés protestaient à chaque pas. Des ampoules la brûlaient sous ses sandales usées. Son dos la faisait souffrir par à-coups aigus, l'obligeant parfois à s'arrêter pour reprendre son souffle. « Tu es forte », se murmura-t-elle. Le bébé bougea en elle, comme pour réagir. Des bus passèrent en trombe. Des vendeurs ambulants crièrent. Des contrôleurs, accrochés aux portes des bus, criaient les destinations. La ville vibrait. Bruyamment. Impatiente. Implacable. Amara s'y déplaçait comme un fantôme. Alors qu'elle quittait les rues animées du continent pour rejoindre le pont menant à l'île, le paysage commença lentement à changer. Les étals en bord de route se firent plus rares. L'air semblait plus pur. Les nids de poules ont laissé place à des routes plus lisses. Les bâtiments se sont élevés. Le vert a remplacé le zinc rouillé. Lorsqu'elle atteignit le quartier huppé indiqué sur sa carte d'identité, le contraste était presque irréel. Les rues étaient larges et calmes. De grands palmiers bordaient les trottoirs. Des caméras de sécurité étaient installées à intervalles réguliers. Chaque propriété était protégée par d'imposants portails, certains en acier poli, d'autres en bois sombre finement sculpté. C'était un autre monde. Amara s'arrêta. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté l'arrêt de bus, le doute l'envahit. Et s'il la chassait? Et s'il l'accusait de vol? Et s'il ne lui laissait même pas le temps de s'expliquer?
Elle sortit de nouveau sa carte d'identité du sac en nylon et relut attentivement l'adresse. Aucun doute. Elle se tenait devant un imposant portail noir orné d'un discret emblème argenté, un C entrelacé avec une couronne. Sa gorge se serra. Au-delà du portail, elle aperçut une longue allée bordée de et taillée au cordeau. Au fond se dressait un manoir si immense qu'il semblait irréel. Des murs de pierre blanche, de hautes baies vitrées, des balcons aux balustrades élégantes. Elle n'avait jamais vu de maison pareille en dehors de la télévision. Un petit poste de sécurité se trouvait à côté du portail. 2 gardes en uniforme la remarquèrent immédiatement. Leurs expressions passèrent de neutres à méfiantes en quelques secondes. L'un d'eux s'avança. « Pouvons-nous vous aider ?» Son ton n'était pas accueillant. Amara déglutit. « Je dois voir monsieur Ethan Cole. » Le garde la dévisagea de la tête aux pieds. La robe délavée, la grossesse, les yeux fatigués. « Pourquoi ? J'ai trouvé quelque chose qui lui appartient. » Le second garde laissa échapper un petit rire. Le premier croisa les bras. « Et qu'est-ce que ce serait ?» Elle hésita, puis sortit prudemment son portefeuille de son sac. Le garde changea légèrement de posture. « Où avez-vous trouvé ça ? » « Je l'ai trouvé sur la route hier soir. » Ils échangèrent un regard. « Attendez ici, » dit le premier garde. Il disparut dans la guérite et passa un coup de fil. Amara restait là, sous un soleil de plomb, les paumes moites non pas par la chaleur, mais par la nervosité. Les minutes lui paraissaient des heures. Elle déplaça son poids pour soulager ses pieds. Le garde revint. « Restez où vous êtes, » ordonna-t-il. Le grand portail noir commença à s'ouvrir lentement et en douceur, dévoilant davantage l'allée immaculée. Une Rolls-Royce noire et élégante s'approchait. Amara eut le souffle coupé. La voiture s'avança et s'arrêta juste derrière le portail. La portière arrière s'ouvrit et il en sortit, grand, impeccablement vêtu d'un costume anthracite qui lui allait à merveille. Des lunettes de soleil noir protégeaient ses yeux du soleil. Ses mouvements étaient maîtrisés, assurés, d'une assurance acquise à force d'avoir toujours été aux commandes. Ethan Cole. Même sans sa carte d'identité, elle aurait su qu'il était important. Il retira lentement ses lunettes de soleil en posant son regard sur elle. Un éclair de confusion traversa son visage, puis une légère irritation. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il au garde. « Monsieur, » répondit l'un d'eux. « Elle prétend avoir trouvé quelque chose qui vous appartient. » Le regard d'Ethan se posa de nouveau sur Amara. Pour la première fois, il la voyait vraiment. La grossesse. L'épuisement. Les tremblements dans ses mains. Elle s'avança prudemment, tendant son portefeuille. « Je crois que ceci est à vous, monsieur. » Il fronça légèrement les sourcils et le lui prit des mains. Ses doigts s'immobilisèrent dès qu'il le reconnut. Il l'ouvrit rapidement. Son regard parcourut le contenu. L'argent était intact. Les cartes étaient intactes. Même la carte d'identité était soigneusement remise à sa place. Il leva de nouveau les yeux vers elle. « Vous avez trouvé ça ? » « Oui, monsieur. »« Où ça ? » ?»« Au bord de la route, près du 3e pont continental. » Il inspira brusquement. Il était brièvement sorti de sa voiture la veille au soir pour répondre à un appel. Il avait dû le faire tomber. Il jeta un coup d'œil à son portefeuille. Puis il la regarda de nouveau. « Tu n'as rien pris ?» Elle secoua la tête. « Ce n'était pas à moi. » La simplicité de sa réponse le troubla. Il scruta son visage, cherchant la moindre trace de tromperie. Il n'y en avait aucune. Seule une dignité silencieuse. « Vous comprenez ce qu'il y a ici ?» demanda-t-il. « Oui. »« Et tu l'as encore ramené ?» Elle hésita un instant. Non pas qu'elle le regrettât, mais parce qu'expliquer la tentation lui semblait trop personnel. Ma mère disait toujours que la seule chose qu'un pauvre possède vraiment, c'est son nom. Elle dit doucement, « Si je prends ce qui ne m'appartient pas, je perds même cela. » Les gardes se turent. Ethan serra plus fort le portefeuille. Dans son monde, on mentait pour obtenir des contrats. On trahissait ses partenaires pour s'enrichir. Des procès ont éclaté à propos de pourcentages. L'intégrité était négociable. Et pourtant, voilà une femme enceinte sans abri qui avait choisi l'honnêteté plutôt que la survie. Il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose d'inhabituel et de désagréable. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Amara. » Il hocha lentement la tête. Le soleil tapait sans relâche, mais elle restait debout sans se plaindre. « Tu as marché combien ?» demanda-t-elle, hésita-t-elle. « Depuis le continent. » Ses sourcils se levèrent légèrement. Ce n'était pas une mince affaire. « Tu aurais pu la garder, dit-il doucement. »« J'y ai pensé, admit-elle.
Son regard s'aiguisa. Mais cela n'aurait pas semblé juste. Une légère brise souffla entre eux. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Ethan n'avait pas l'habitude de rester sans voix. Et pourtant, il l'était. Il plongea la main dans la poche de son costume et en sortit une épaisse liasse de billets. « Tiens, » dit-il. Ses yeux s'écarquillèrent. « Non. » La nouvelle s'est répandue rapidement. « C'est une récompense. Je ne l'ai pas rendue pour obtenir une récompense. » La fermeté de sa voix la surprit elle-même. Les gardes se déplacèrent maladroitement. Ethan la fixa du regard, essayant de la comprendre. « Tu es enceinte, » dit-il doucement. « Tu as besoin d'aide. »« J'ai besoin de travailler, » corrigea-t-elle doucement. « Pas de pitié. » Quelque chose en lui réagit à ces mots. Fierté, force, respect de soi. La plupart des gens mendiaient autour de lui. Elle refusa l'aumône. Il baissa lentement la somme. « Attends ici, » dit-il. Il se retourna et retourna vers la voiture, plongé dans ses pensées. Les gardes la regardaient différemment maintenant. Moins de suspicion, plus de curiosité. Au bout d'une minute, Ethan revint. Cette fois, sans ses lunettes de soleil. Son expression avait changé. Il était moins sur la défensive. « Amara, » dit-il en s'approchant d'elle. « Avez-vous déjà travaillé dans une résidence privée ?» Elle cligna des yeux. « Oui, monsieur. Je faisais le ménage quand j'étais plus jeune. Mon manoir a besoin de personnel supplémentaire. » Son cœur s'est emballé. Il poursuivit, d'une voix posée. « Chambre. Nourriture. Salaire. Soins médicaux. » Sa gorge se serra. « Je ne fais pas d'aumône, » ajouta-t-il. « Vous le mériterez. » Le monde sembla s'arrêter. Elle était venue ici sans s'attendre à rien d'autre qu'à une porte close et peut-être à un remerciement poli. « Je ne veux pas de charité, » murmura-t-elle de nouveau, juste pour être sûre. « Ce n'est pas de la charité, » répondit-il. « C'est un emploi. » Son esprit s'emballa. Un toit. Nourriture. Sécurité pour son bébé. Dignité préservée. Le bébé a donné un coup de pied soudain. Les larmes lui ont piqué les yeux. « Je vais travailler dur, » a-t-elle dit. « Je n'en ai aucun doute, » répondit-il. Il se tourna vers les gardes. « Ouvrez la porte. » Cette fois, l'imposant portail noir s'ouvrit complètement. Amara s'avança lentement, quittant la route publique brûlante pour l'allée fraîche et ombragée. Elle eut l'impression de basculer dans une autre vie. Alors que le portail se refermait derrière elle dans un léger bourdonnement mécanique, elle jeta un dernier regard en arrière vers la rue d'où elle venait. Elle ignorait ce qui l'attendait à l'intérieur de ce manoir. Elle ignorait que cette simple décision lierait son destin à celui de l'homme qui marchait à ses côtés. Elle savait seulement qu'hier, elle avait été sans abri sous la pluie. Et aujourd'hui, une porte s'était ouverte. Le manoir lui paraissait irréel. Alors que le portail se refermait derrière elle dans un léger bourdonnement mécanique, Amara tressaillit instinctivement, s'attendant presque à ce que quelqu'un la rappelle pour lui dire qu'il y avait une erreur. Mais personne ne le fit. L'allée s'étendait largement devant elle, pavée de pierres lisses qui luisaient sous le soleil matinal. De part et d'autre, des haies soigneusement taillées formaient des courbes parfaites. Près du centre, une fontaine scintillait, l'eau s'élevant en arc gracieux dans un bassin de marbre. Elle n'avait jamais vu d'eau utilisée à des fins décoratives. Ethan marchait à ses côtés d'un pas tranquille, comme si accueillir chez lui une inconnue enceinte et trempée était une chose tout à fait normale. Pour lui, peut-être que le monde avait toujours été ainsi. Pour elle, c'était comme entrer dans un rêve auquel elle ne croyait pas. Arrivée à l'entrée, les portes doubles s'ouvrirent avant même qu'il ne les touche. Une femme d'âge mûr, vêtue d'un uniforme impeccable, les attendait. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, Madame Lawson, » répondit Ethan. « C'est Amara. Elle va rejoindre l'équipe. » Le regard de Madame Lawson parcourut doucement Amara, non pas avec suspicion, mais avec discernement. « Bienvenue, » dit-elle calmement. Le hall d'entrée était immense. Le sol en marbre poli reflétait la lumière d'un lustre qui était suspendu tel un amas d'étoiles. Un grand escalier s'élevait en une élégante symétrie. Des tableaux ornaient les murs. Des œuvres abstraites, d'apparence coûteuse, qui donnaient à Amara l'impression de retenir son souffle. Elle prit soudainement conscience des légères traces de poussière que ses sandales laissaient sur le sol. « Je suis désolée », murmura-t-elle en essayant instinctivement de les essuyer du pied. Madame Lawson esquissa un sourire. « Nous avons des produits nettoyants pour ça. » L'ironie de la situation fit déglutir Amara. Ethan se tourna vers Madame Lawson. «
Veuillez lui réserver une chambre dans l'aile et assurez-vous que la clinique soit prête à programmer son suivi prénatal. Amara releva brusquement la tête. Monsieur, ce n'est pas nécessaire. Si, c'est nécessaire, répondit-il d'une voix douce mais ferme. Vous travaillez ici maintenant. Votre santé compte. Sa gorge se serra soudainement. Personne ne lui avait prononcé ces mots depuis longtemps. Madame Lawson acquiesça. Je m'en occuperai. Le téléphone d'Ethan vibra. Il y jeta un bref coup d'œil, puis reporta son attention sur Amara. J'ai des réunions, dit-il. Madame Lawson vous expliquera tout. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à le lui dire. Elle acquiesça rapidement. Merci, monsieur. Il l'observa une demi-seconde de plus, comme pour comprendre pourquoi le retour d'un portefeuille le préoccupait davantage que ses notifications professionnelles, puis il se retourna et disparut au bout d'un couloir. Et voilà, elle se retrouva seule dans le manoir d'un milliardaire. L'aile était plus calme, plus douce. Madame Lawson la conduisit le long d'un couloir bordé de hautes fenêtres donnant sur un jardin foisonnant de fleurs. L'air y était frais, grâce à la climatisation, réalisa Amara, un luxe dont elle n'avait pas profité depuis des mois. « Voici ta chambre », dit Madame Lawson en ouvrant une porte. Amara entra. Elle était plus grande que la chambre qu'elle avait partagée avec ses parents. Un lit impeccablement fait se trouvait contre un mur, une armoire, un petit bureau, une salle de bain privative avec eau courante. Elle s'approcha lentement du lit, effleurant les draps blancs immaculés comme s'ils pouvaient se dissoudre. « Vous commencerez par des tâches légères », poursuivit Madame Lawson, « organiser la bibliothèque, participer à l'inventaire, donner un coup de main en cuisine si besoin. Pas de travaux pénibles. » Amara acquiesça, encore en train d'assimiler les informations. Et, ajouta doucement Madame Lawson, vous ne devez pas vous surmener. Monsieur Cole y tient beaucoup. Cela la surprit. Merci, murmura-t-elle. Quand Madame Lawson partit, le silence devint insupportable. Amara ferma la porte et s'y appuya. Puis elle pleura, non pas des sanglots bruyants et dramatiques, mais de douces larmes qui coulèrent sur ses joues tandis que des mois de peur relâchaient leur emprise. Elle se dirigea vers la salle de bain et tourna le robinet avec hésitation. L'eau claire jaillit instantanément. Elle laissa échapper un petit rire incrédule. 1 heure plus tard, après avoir pris une douche et enfilé l'uniforme simple que Madame Lawson lui avait fourni, elle se reconnaissait à peine. Propre, présentable, redevenue humaine. En se regardant dans le miroir, elle posa une main sur son ventre. « Nous sommes en sécurité », murmura-t-elle. Les travaux commencèrent aussitôt. Le manoir comptait un nombre incalculable de pièces. Une salle à manger pouvant accueillir des dizaines de personnes. Un bureau à domicile plus grand que la plupart des appartements. Une salle de sport privée. Une salle de cinéma. Et la bibliothèque. C'est là qu'elle a été affectée en premier. Des étagères du sol au plafond tapissaient les murs, remplis de livres de tout genre. Commerce, histoire, philosophie, littérature. Elle caressa les tranches avec respect. Les livres avaient été autrefois son réconfort. Elle commença à ranger selon la méthode expliquée par Madame Lawson, lentement, avec précaution. En fin d'après-midi, elle sentit une présence derrière elle. « Tu aimes les livres ?» Elle sursauta. Ethan se tenait près de la porte, les manches retroussées, vestoté. Libéré de la rigidité matinale, il paraissait plus jeune. « Je suis désolée, monsieur, » dit-elle rapidement. « Pourquoi ? Je n'ai pas entendu. » Il esquissa un sourire. « Ce n'est pas un crime. » Elle se détendit légèrement. « Tu aimes les livres ?» répéta-t-il. « Oui, » admit-elle. « Avant, je voulais enseigner. Avant. La vie a changé. » Il l'observa en silence. « Qu'est-ce que vous vouliez enseigner ?»« La littérature. » Il haussa un sourcil. « Pas les affaires. » Elle secoua doucement la tête. « Les histoires apprennent aux gens à survivre. » Cette réponse resta en suspens entre eux. Il entra complètement dans la pièce, jetant un coup d'œil aux étagères. La plupart de ces livres, je ne les ai jamais lus. Elle parut surprise. Pourquoi les acheter ? Parce qu'ils sont censés être importants. Cette franchise l'a pris au dépourvu. Un silence s'installa un instant. Pas gênant, juste inhabituel. « Vous avez rendu ce portefeuille sans hésiter ?» demanda-t-il soudainement. Elle hésita. Non sans une certaine hésitation. Son regard s'aiguisa légèrement. « J'ai songé à le garder », admit-elle. Pendant longtemps, il sembla presque soulagé. « Mais moi, non », ajouta-t-elle doucement. Il a hoché la tête une fois. « Je l'ai perdu après être sortie de ma voiture pendant 5 minutes. » Erreur d'inattention. Elle esquissa un sourire.
Ça arrive. Pas à moi en général. Il y avait quelque chose de presque vulnérable dans sa façon de le dire. Elle l'observa un instant. Cet homme, qui régnait en maître dans les salles de réunion, semblait pourtant étrangement pensif. « Tu travailles trop ?» dit-elle avant de réfléchir. Ses sourcils se levèrent. Elle baissa rapidement les yeux. « Je suis désolée, monsieur. » C'était déplacé. Au lieu d'irritation, un petit rire lui échappa. « Personne ne me parle comme ça. »« C'est parce qu'ils sont sages », répondit-elle d'un ton sec. L'humour les surprit tous les deux. Pour la première fois, il rit de bon cœur. Et quelque chose changea. Pas la relation entre l'employeur et le personnel. Juste deux personnes. Il jeta un coup d'œil à son ventre. De combien de mois? 7 mois. Avez-vous un médecin? Elle secoua légèrement la tête. Vous en avez un maintenant, répondit-il simplement. Sa poitrine se serra de nouveau. Pourquoi fais-tu ça? Demanda-t-elle doucement. Il marqua une pause. Parce que tu n'as pas pris l'argent. Parce que tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié. Parce que l'intégrité existe encore. Il n'a pas dit ces choses à voix haute. Parce que les bonnes personnes sont rares, dit-il. Leurs regards se croisèrent, et aucun des deux ne détourna les yeux le premier. Ce soir-là, tandis que le soleil disparaissait derrière les hautes fenêtres et teintait le ciel d'or, Amara était assise seule dans sa nouvelle chambre. La journée lui avait paru interminable. Elle se recoucha délicatement sur le lit, le regard fixé au plafond. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait plus peur de l'endroit où elle allait dormir. Pour la première fois, son bébé n'entendrait pas la circulation à quelques centimètres de lui, comme dans un nuage de fumée. Elle ferma les yeux. Au bout du couloir, dans son bureau, Ethan se laissa distraire. Il repassa ses paroles en boucle. Les histoires apprennent aux gens à survivre. Il avait bâti son empire sur la stratégie et la prise de risque. Mais la survie de l'âme? C'était une toute autre histoire. Il se laissa aller dans son fauteuil, le regard perdu dans le paysage urbain qui défilait par la fenêtre. Une femme enceinte sans abri était entrée dans sa vie parce qu'il avait laissé tomber son portefeuille, et d'une certaine manière, il avait le sentiment d'y avoir gagné plus qu'il n'y avait perdu. Dans sa petite chambre, Amara se tourna sur le côté, une main posée instinctivement sur son ventre. « On fera les choses bien », murmura-t-elle à son enfant à naître. Dehors, le manoir restait silencieux et immuable. À l'intérieur, deux vies, qui suivaient des chemins totalement opposés, commençaient à peine à s'entremêler. Aucun des deux ne savait à quel point. Pas encore. Le jardin devint leur havre de paix. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas annoncé. C'est arrivé par hasard. 3 jours après son arrivée au manoir, Amara découvrit le jardin et lors de sa pause de l'après-midi. Il était dissimulé derrière de hauts haies et à l'abri de l'allée principale. Intime, paisible, presque secret. Des allées de pierre blanche serpentaient entre des parterres de roses et de nénuphars. Un petit bassin à carpe-koi scintillait sous le soleil. Au centre se trouvait un banc en bois, sous un large amandier dont les branches s'étendaient comme des bras protecteurs. Elle se sentait en sécurité. Cet après-midi-là, elle avait plus mal au dos que d'habitude. Enceinte de 7 mois, même les tâches les plus simples devenaient épuisantes. Madame Lawson avait insisté pour qu'elle se repose. Amara se retrouva donc à s'asseoir prudemment sur le banc, expirant lentement en ajustant son poids. Elle ferma les yeux. L'air embaumait les fleurs au lieu des gaz d'échappement. Pour la première fois depuis longtemps, ses pensées s'apaisaient. « Tu disparais souvent ici ?» Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ethan se tenait à quelques pas, sa veste négligemment jetée sur un bras, sa cravate légèrement desserrée. Le soleil de fin d'après-midi adoucissait les traits marqués de son visage. « Excusez-moi, monsieur », dit-elle rapidement en essayant de se lever. « Ne le faites pas », répondit-il aussitôt. « Asseyez-vous, je vous prie. » Il y avait comme un air précipité dans sa voix. Elle se rassit, un peu gênée. « Je ne voulais pas vous déranger », ajouta-t-il. « Non », répondit-elle doucement. « C'est un magnifique jardin. » Il jeta un coup d'œil autour de lui comme s'il le voyait pour la première fois. « Je l'ai fait concevoir il y a des années. Vous ne l'utilisez pas beaucoup. » La question ne s'est même pas posée. Il esquissa un sourire. « Je suppose que non. » Il s'approcha et s'assit à l'autre bout du banc, gardant une distance respectueuse entre eux. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Les oiseaux gazouillaient doucement dans les arbres. L'eau ruisselait dans l'étang. « Vous aimez les endroits calmes », remarqua-t-il. « J'aime les endroits où je peux réfléchir », corrigea-t-elle doucement. « Et à quoi pensez-vous » Elle hésita. « Tout ce que je dois comprendre. » Il étudia son profil. « Par exemple »
Elle posa instinctivement une main sur son ventre. Comment élever un enfant sans reproduire les erreurs qui m'ont fait souffrir? Son honnêteté la surprit elle-même. Ethan se recula légèrement. Quelles erreurs t'ont blessé? Demanda-t-il d'une voix plus douce. Elle fixait le jardin. Mon père travaillait trop. Il pensait que l'argent suffisait. Elle déglutit. Il nous aimait, mais il était absent. La mâchoire d'Ethan se crispa presque imperceptiblement. Ma mère a tout porté seule, poursuivit-elle, et quand ils sont morts, il ne restait plus rien. Ni économie, ni sécurité. Un silence pesant s'installa. Et le père de votre enfant? Demanda-t-il avec précaution. Sa main s'immobilisa. Il n'était pas prêt, dit-elle simplement. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste la vérité. Ethan expira lentement. Je vois. Vraiment? Demanda-t-elle doucement en se tournant vers lui. Leurs regards se croisèrent. Il y avait un défi, non pas irrespectueux, mais bien réel. Tu travailles sans cesse, dit-elle doucement. Tu portes tout sur tes épaules, en plus. Son regard s'aiguisa. C'est différent. Vraiment? La question planait entre eux comme du verre fragile. Il détourna le regard le premier. Tu m'analyses avec beaucoup d'assurance pour quelqu'un qui me connaît depuis moins d'une semaine. Un léger sourire effleura ses lèvres. Tu as demandé. Il ne pouvait le contester. Une brise souffla dans les branches, faisant voler quelques feuilles à leurs pieds. Je n'ai pas bâti ce que j'ai en restant équilibré, dit-il au bout d'un moment. Elle hocha la tête, pensive. Mais dans quel but le construisez-vous? La question la toucha plus profondément qu'elle ne l'avait imaginé. Il avait des investisseurs, des conseils d'administration, des concurrents, des objectifs de croissance. Mais pourquoi? Il n'avait jamais pris le temps de répondre. Pour l'héritage, dit-il finalement. Un héritage sans chaleur humaine n'est que solitude, répliqua-t-elle. Il la regarda d'un air sévère. Tu parles comme une personne beaucoup plus âgée. Elle haussa légèrement les épaules. La douleur vieillit. Sa simplicité le troublait. Pendant des années, ses conversations avaient tourné autour des chiffres, des acquisitions, des stratégies. Même avec ses amis, la conversation dépassait rarement le cadre professionnel ou social. Mais là, voilà une femme qui avait dormi à même le sol et qui parlait d'héritage et de solitude comme si elle disséquait la condition humaine. Vous vouliez enseigner la littérature, dit-il lentement. Quel était ton livre préféré? Ses yeux s'illuminèrent. Ce changement l'avait affecté. Tout s'effondre, dit-elle aussitôt. Il haussa un sourcil. Pourquoi? Parce que cela montre comment l'orgueil, la peur et le silence peuvent détruire ce que la force seule ne peut protéger. Il la fixa du regard. Tu te reconnais là-dedans? Tout le monde, répondit-elle. Certains font juste semblant du contraire. Il se pencha légèrement en avant, les coudes posés sur les genoux. Et selon toi, qu'est-ce qui détruit les hommes forts? Demanda-t-il. Elle soutint son regard. L'isolement. Le mot résonna doucement, mais lourdement. Il ne répondit pas aussitôt. Le jardin parut soudain plus petit, comme si la conversation avait réduit l'espace entre eux. Tu supposes que je suis isolée, dit-il. Tu ne laisses personne te voir sans contrôle, répondit-elle calmement. Ce n'est pas de l'isolement. Voilà la discipline. Elle peut devenir les deux. Silence. Une longue. Puis, de façon inattendue, il laissa échapper un petit rire. Tu es audacieux. Je suis honnête. Il hocha lentement la tête. Oui, admit-il. Tu le es. Une autre brise est passée. Celle-ci était plus fraîche. Il remarqua le léger changement dans sa posture, la façon dont elle appuya plus fermement sa main sur le bas de son dos. Vous avez mal? Observa-t-il. Ça va? Répondit-elle rapidement. Non. Il se leva aussitôt. Elle cligna des yeux. Je vais bien, monsieur. Arrêtez de m'appeler monsieur quand on est dehors. La phrase lui a échappé avant qu'il puisse la contrôler. Ils restèrent tous deux figés. Elle inclina légèrement la tête. Comment dois-je vous appeler? Ethan, répondit-il. La façon dont son nom résonnait en plein air lui semblait intime. Elle hésita. Ce serait déplacé. Pourquoi? Vous êtes mon employeur. Et vous n'êtes pas ma propriété, répondit-il. Elle eut un léger hoquet de surprise. Il lui tendit la main. Laissez-moi vous aider à entrer. Elle fixa sa main un long moment, puis posa la sienne. Sa poigne était ferme mais attentive. Chaleureuse. Alors qu'elle se levait, son équilibre vacilla légèrement et, instinctivement, son autre main se posa délicatement sur sa taille pour la soutenir. Le contact ne dura qu'un instant, mais il persista.
Ils le sentirent tous deux. Il se retira le premier. À l'intérieur de la demeure, la climatisation les enveloppa. « Assieds-toi », lui dit-il doucement en la guidant vers un fauteuil du salon ensoleillé. Elle obéit à contre-cœur. Il recula légèrement, comme s'il réalisait avoir franchi une limite invisible. « Tu te surmènes », dit-il. « Toi aussi », rétorqua-t-elle doucement. Il faillit esquisser un sourire. Madame Lawson apparut brièvement, évaluant la situation avec une compréhension tranquille avant de disparaître à nouveau sans un mot. Ethan resta debout un instant, puis s'assit en face d'elle. « Tu ne me traites pas comme les autres, » dit-il. « Comment te traite-t-il »« Comme si j'étais intouchable, » songea-t-elle. « Ce qui est intouchable n'est pas aimé, » murmura-t-elle. Il inspira lentement. « Tu crois que je veux être aimé ? Je crois que tout le monde le veut. » Leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, plus longtemps. L'atmosphère a changé. Plus entre employeur et employé. Ni bienfaiteur ni bénéficiaire. Juste deux êtres humains, assis l'un en face de l'autre dans une pièce baignée de lumière. « Je devrais retourner travailler », dit-elle doucement. Pour détendre l'atmosphère, il corrigea. « Tu te reposes. » Elle esquissa un sourire. « Tu es très autoritaire. Et tu es très têtu. » Un petit rire lui échappa. Le son persista longtemps après s'être dissipé. Il se leva. « J'ai des appels, » dit-il. Elle hocha la tête. Arrivé au seuil, il s'arrêta. « Amara. Oui. Je suis contente que vous ayez retrouvé ce portefeuille. » Ses lèvres s'étirèrent légèrement. « Moi aussi. » Il soutint son regard une seconde de plus que nécessaire, puis s'en alla. Seule dans la véranda, Amara se laissa aller lentement en arrière. Son cœur battait plus vite que la normale après avoir simplement marché. Elle posa la main sur son ventre. « Doucement », murmura-t-elle. Dehors, le jardin restait immobile. Mais quelque chose avait changé. Pas de façon spectaculaire. Pas bruyamment. Tout subtilement. Comme la première fissure dans un mur qui se dresse depuis trop longtemps. Et aucun des deux n'était encore prêt à admettre que leur conversation devenait le moment le plus authentique de leur journée. Vanessa n'avait jamais eu à se battre pour attirer l'attention. C'était le genre de femme qui entrait dans une pièce et s'attendait à ce que celle-ci s'adapte à elle. Coiffure impeccable. Des talons aiguilles de créateur qui claquaient avec assurance. Un sourire taillé pour les photographes et les galas de charité. Et pendant 2 ans, Ethan Cole avait fait partie intégrante de son entourage. Sur le papier, leur relation semblait idéale. Pouvoir et assurance. Richesse et élégance. Ils ont assisté ensemble à des collectes de fonds. Ils sont apparus ensemble dans des magazines. Ils ont été photographiés descendant de voitures de luxe avec une grâce parfaitement synchronisée. Ça a fonctionné. Jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Le changement s'est opéré subtilement. Appel manqué. Conversation plus courte. Ethan prétendait être encore plus occupé que d'habitude, mais semblait plutôt distrait que stressé. Vanessa remarquait tout. Et elle n'aimait pas être reléguée au second plan. C'était un jeudi après-midi ensoleillé lorsqu'elle décida de se rendre à la demeure à l'improviste. Elle n'avait pas besoin d'autorisation. Elle n'en avait jamais eu besoin auparavant. Sa Range Rover blanche franchit sans encombre les hautes grilles après que les gardes l'eurent immédiatement reconnue. « Bonjour madame », la salua Théon. Elle hocha brièvement la tête, ses lunettes de soleil toujours sur le nez. En sortant de la voiture, elle ajusta sa robe crème cintrée et lissa des plis invisibles. Elle s'attendait à ce qu'Ethan l'accueille à la porte. Il n'est pas venu. Cela l'a légèrement irritée. Elle entra dans le hall d'entrée d'un pas assuré, le claquement de ses talons résonnant sur le sol en marbre. « Ethan » appela-t-elle d'une voix douce. Pas de réponse. Madame Lawson apparut dans le couloir. « Bonjour, madame. Où est-il » demanda Vanessa. « Dans le jardin ouest. » Vanessa haussa légèrement un sourcil. « Le jardin ? Il y passe du temps ces derniers temps. » Passer du temps avec lui ? Depuis quand Ethan avait-il le temps pour les jardins ? Sa curiosité se mua en suspicion. « Je le trouverai, » dit-elle. Le jardin ouest était plus paisible que le jardin principal, bordé de hauts tais et d'arbres en fleurs. Vanessa marchait sur le chemin de pierre, entendant des voix lointaines avant même que les silhouettes n'apparaissent. Elle ralentit. Là, sous le large amandier, était assis Ethan. En face de lui, une femme enceinte en uniforme simple. Il riait aux éclats. Ethan se pencha légèrement en avant, détendu. Une version de lui que Vanessa voyait rarement en dehors d'un cadre contrôlé. La femme murmura quelque chose. L'expression d'Ethan s'adoucit en réponse.
Un frisson glacial parcourut l'échine de Vanessa. Elle s'avança d'un pas délibéré, laissant le claquement de ses talons annoncer sa présence. La conversation s'interrompit net. Ethan leva les yeux. Vanessa? Aucune chaleur. Juste de la reconnaissance. Elle esquissa un sourire forcé. Chérie, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. Son regard se posa sur Amara, lentement, délibérément, observant l'uniforme, la grossesse visible, la posture immobile. Amara se leva respectueusement. Bonjour, madame. Vanessa ne répondit pas à son salut. Au lieu de cela, elle regarda Ethan. Qui est-elle? C'était là. Sharp. Direct. Ethan se leva. Voici Amara. Elle travaille ici. Elle travaille ici. Répéta Vanessa en plissant légèrement les yeux. Oui. En tant que quoi? Personnel. Vanessa croisa les bras sans serrer. Doucement. Et depuis quand passez-vous vos après-midi à avoir des conversations personnelles avec le personnel? L'atmosphère se fit pesante. Amara baissa les yeux, sentant la tension mais refusant de se laisser intimider. C'était ma pause, dit-elle doucement. Je retournerai travailler. Non, répondit Ethan aussitôt. Vanessa remarqua cette réaction de défense immédiate. Elle sourit de nouveau, mais son sourire ne se reflétait pas dans ses yeux. Oh, je vous en prie, dit-elle d'un ton léger. Restez. Je ne voudrais pas vous déranger. Son ton laissait clairement entendre qu'elle le ferait sans hésiter. Ethan jeta un bref coup d'œil à Amara. Tu peux entrer si tu veux, dit-il doucement. Amara acquiesça. Excusez-moi. En passant devant Vanessa, elle sentit le poids de son regard comme une brûlure sur sa peau. Vanessa attendit qu'Amara disparaisse de sa vue. Elle se tourna alors complètement vers Ethan. Que se passe-t-il? Rien, répondit-il calmement. Elle rit doucement. Ne m'insultez pas. C'est exactement ce que j'ai dit. Vous passez du temps en privé avec une femme de ménage enceinte. Elle n'est pas juste. Il s'interrompit. Vanessa l'avait remarqué aussi. Pas juste quoi? Insista-t-elle. Il expira lentement. Elle me rendit mon portefeuille. Il contenait une grosse somme d'argent. Elle aurait pu le garder. Vanessa cligna des yeux. C'est pour ça qu'elle est là? Oui. Vous l'avez donc récompensée. Je l'ai embauchée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. La mâchoire d'Ethan se crispa légèrement. Tu te prends trop la tête. Non. Vanessa dit d'un ton égal, j'observe. Elle s'approcha. Tu ne me regardes plus comme ça, dit-il en fronçant les sourcils. Comme quoi? Comme tu la regardais il y a quelques instants. L'accusation planait entre eux. C'est absurde. Vraiment? Il ne répondit pas tout de suite. Et ce silence lui en disait plus que des mots. La semaine suivante, Vanessa vint plus souvent. Non pas par affection, mais de façon stratégique. Elle observait. Elle remarqua comment l'humeur d'Ethan s'améliorait les jours où Amara travaillait près de son bureau. Comment, parfois, leur conversation dans la salle à manger incluait des échanges discrets. Rien d'inapproprié. Rien d'évident. Mais quelque chose. Et Vanessa le sentit. Un après-midi, elle trouva Amara en train d'arranger des fleurs dans le hall d'entrée. Toi? Lança Vanessa sèchement. Amara se retourna. Oui, madame. Vanessa fit lentement le tour d'elle, l'inspectant. Vous vous sentez très à l'aise ici. Je fais mon travail. Et vous? Amara soutint son regard avec respect mais fermeté. Oui. Vanessa se pencha légèrement plus près. Savez-vous qui je suis? Oui, madame. Et savez-vous depuis combien de temps je fais partie de la vie d'Ethan? Je ne crois pas que cela me concerne. Cette réponse calme l'irrita davantage qu'une réaction de défi. Le sourire de Vanessa s'effaça complètement. Permets-moi de te donner un conseil, dit-elle doucement. Les hommes comme Ethan s'ennuient facilement. Amara ne répondit rien. Elles prennent plaisir à sauver les objets brisés. Cela leur donne un sentiment de puissance. Ça l'a blessée, mais Amara a refusé de le montrer. Je n'ai pas demandé à être secourue, répondit-elle d'une voix calme. Les yeux de Vanessa s'illuminèrent. Tu crois que je ne le vois pas? Ces conversations à voix basse, ces petits sourires. Il n'y a rien entre nous, affirma Amara sincèrement. Pourtant, ces mots résonnèrent dangereusement. Vanessa se redressa. Tu devrais te rappeler à ta place. Amara inspira lentement. Ma place, c'est là où je travaille. La mâchoire de Vanessa se crispa. Tu es naïve si tu crois que ça finira bien pour toi. La main d'Amara se posa instinctivement sur son ventre.
Je ne suis là que pour la stabilité. Pour l'instant, dit froidement Vanessa. Des pas se rapprochèrent. Ethan, l'expression de Vanessa se transforma instantanément en une douce chaleur. Chérie, dit-elle tendrement. Amara recula machinalement. Tout va bien? Demanda Ethan, sentant la tension. Bien sûr, répondit Vanessa d'un ton neutre. Je faisais justement la connaissance de votre nouvel employé. Le regard d'Ethan passa de l'un à l'autre. Quelque chose dans la posture d'Amara lui indiqua que la conversation n'avait pas été amicale. Mais Vanessa passa nonchalamment son bras dans le sien. Tu as été distant ces derniers temps, dit-elle doucement en se rapprochant de lui. Tu me manques. Amara se détourna, les yeux rivés sur les fleurs. Ethan retira doucement le bras de Vanessa. J'étais occupée avec elle, demanda Vanessa d'une voix suffisamment forte. Le silence qui suivit était inquiétant. Ça suffit, dit-il fermement. Vanessa se figea. Il employait rarement ce ton avec elle. Je n'apprécie pas les insinuations, ajouta-t-il. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, non pas blessés, mais calculateurs. L'équilibre était rompu, et elle le sentait. Cette nuit-là, Vanessa resta éveillée dans son luxueux appartement, fixant le plafond. Ce n'était pas seulement la jalousie qui la tourmentait. C'était une perte de contrôle. Elle avait bâti sa relation avec Ethan sur l'alignement, le statut, l'ambition, l'image. Mais cette femme de ménage enceinte à la voix douce, elle ne jouait pas dans la même cour. Elle n'était pas sophistiquée. Elle n'était pas stratégique. Elle était sincère. Et c'est ce qui la rendait dangereuse. Vanessa se tourna sur le côté, la mâchoire serrée. Elle n'avait pas passé 2 ans à construire un avenir avec Ethan Cole pour le perdre au profit d'une fille sortie de la rue. Si Amara pensait pouvoir vivre tranquillement dans ce manoir sans conséquence, elle se trompait. Gravement. Et quelque part dans les couloirs paisibles du domaine, sous le calme apparent des parquets cirés et détaillés, la première véritable fissure dans les fondations avait commencé à se former. La jalousie explose rarement d'emblée. Elle s'installe. Elle se développe. Elle attend. Vanessa s'est tue après cette confrontation dans le hall. Pas plus calme. Plus calme. Et cela effrayait Amara plus que n'importe quelle parole blessante. Le manoir vibrait au rythme des éléments. Nettoyage du matin. Calme de l'après-midi. Dîner du soir. Mais sous cette routine, quelque chose avait changé. Vanessa a commencé à apparaître à l'improviste. En milieu de semaine, le matin. En fin d'après-midi. Même le soir, quand Ethan n'était pas là. Elle parcourait la maison comme une inspectrice. Son regard observait tout. Et tout le monde. Surtout Amara. Un mardi après-midi, Amara rangeait des dossiers dans le petit bureau administratif qu'Ethan lui avait attribué pour l'aider à gérer les stocks. Un travail plus léger, compte tenu de sa grossesse. Le téléphone de bureau sonna. Elle le ramassa. Résidence Cole. Pause. La voix suave de Vanessa se fit entendre. Ethan est là? Non, madame. Il est parti en réunion il y a 1 heure. Un autre silence. Bien sûr qu'il l'a fait. La ligne resta silencieuse un instant de plus que nécessaire. Dis-moi, demanda Vanessa d'un ton léger, parle-t-il de moi? Amara se raidit légèrement. Je ne pense pas qu'il soit approprié d'en parler. Un doux rire résonna dans le combiné. Tu apprends. La communication fut coupée. Amara expira lentement. Son cœur battait plus vite que la normale. Elle n'était pas naïve. Elle savait ce que faisait Vanessa. Tester les limites. Sonder les faiblesses. À la recherche de failles. Plus tard dans la soirée, Ethan rentra plus tard que d'habitude. Amara était dans la cuisine, en train de terminer les documents d'inventaire, lorsqu'il entra. Il desserra sa cravate. « Tu es encore debout ?» demanda-t-il. « Oui » répondit-elle doucement. « Je venais de terminer. » Il remarqua une légère tension dans sa posture. Quelque chose s'était passé? Elle hésita. La voix de Vanessa résonna dans sa tête. « Est-ce qu'il parle de moi ?» « Ce n'est rien » finit-elle par dire. Il s'approcha, une main appuyée contre le comptoir. « Amara » La façon dont il prononçait son nom avait désormais une signification particulière. Non pas entre un employeur et son employé. Quelque chose de plus près. Vanessa a appelé. Elle l'a admis à voix basse. Sa mâchoire se crispa presque aussitôt. Que voulait-elle? Savoir si tu étais à la maison. Et alors? Je lui ai dit que tu n'y étais pas. Il l'examina attentivement. Et quoi d'autre? Elle hésita. Elle demanda si vous aviez parlé d'elle. Son expression s'assombrit légèrement.
Et qu'avez-vous dit? Que ce n'était pas approprié. Silence. Une longue histoire. Je suis désolé, dit-il finalement. Elle cligna des yeux. Pourquoi faire? Pour t'avoir mise dans cette situation. Tu n'y es pour rien, répondit-elle doucement. Je suis simplement là. Il passa une main sur son visage, une pointe de frustration transparaissant sous son calme apparent. Tu ne devrais pas avoir à supporter son insécurité. Elle a raison d'être insécure, dit Amara d'une voix douce. Son regard se posa sur elle. Que signifiait-elle? Elle sentait quelque chose changer. L'atmosphère se chargea de tension. Et quelque chose change? Demanda-t-il, la voix plus basse. Elle eut le souffle coupé. C'était un terrain dangereux. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Il soutint son regard un long moment. Aucun des deux ne bougea. Aucun des deux ne parla. Puis il recula. Je dois m'en occuper. Elle acquiesça. Mais aucun des deux ne savait encore jusqu'où cela irait. L'insécurité de Vanessa se transforma en stratégie. Elle a commencé à se présenter vêtue de façon impeccable. Elle se montrait délibérément affectueuse avec Ethan devant le personnel, lui touchant le bras. Vous étiez trop près. Vous riez plus fort que nécessaire. Amara l'a remarqué. Elle fit semblant de ne rien voir. Mais faire semblant n'atténuait pas la douleur. Un après-midi, dans le jardin, Vanessa arriva en pleine conversation. Ethan interrogeait Amara sur le prénom du bébé. Je pensais à quelque chose de simple, avait murmuré Amara. Quelque chose de fort. Tu aimes? Demanda Ethan. Avant qu'elle puisse répondre, eh bien, c'est pas confortable. La voix de Vanessa fendit l'air. Amara se leva aussitôt. Je devrais y aller. Non, répondit rapidement Vanessa. Restez. Je détesterais interrompre votre moment de complicité. Le sarcasme était mordant. Ethan se leva, visiblement irrité. Vanessa. Elle ignora son ton. Se tournant vers Amara, elle inclina légèrement la tête. Dis-moi, aimes-tu jouer la victime? Les doigts d'Amara se crispèrent légèrement le long de son corps. Je ne joue à rien. Vanessa s'approcha. Tu te promènes avec un air fragile et innocent. Les hommes adorent ça. Ça suffit, dit Ethan d'un ton ferme. Vanessa se tourna vers lui. Vraiment? Ou est-ce simplement difficile à entendre? Son silence attisa sa colère. Elle se retourna vers Amara. Tu te crois spécial parce que tu as rendu un portefeuille. La voix d'Amara resta calme. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'es pas obligé. La haine dans sa voix n'était plus subtile. Vanessa. Ethan l'avait prévenue. Mais le mal était déjà fait. Amara sentait le poids de l'humiliation lui peser sur les côtes. Non pas parce que Vanessa l'avait insultée, mais parce qu'au fond d'elle, elle sentait que quelque chose changeait. Et cela la terrifiait. Je m'excuse, dit Amara d'une voix douce. Elle s'éloigna avec dignité, bien que ses mains tremblaient. Ce soir-là, Vanessa confronta Ethan dans son bureau. Tu me fais honte. Il leva les yeux de son ordinateur portable. Comment ça? En la divertissant. C'est une employée. On ne regarde pas les employés comme ça. Il serra les dents. Tu te fais des idées. Vraiment? Lança Vanessa, provocatrice. Tu as changé, Ethan. Tu es distrait. Tu es sur la défensive. Il se leva lentement. Je ne me laisserai pas accuser chez moi. Elle rit amèrement. Chez vous? Ou chez nous? Il ne répondit pas tout de suite. Et ce silence était assourdissant. Les yeux de Vanessa s'emplirent d'une froideur plus intense que les larmes. Tu crois qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait? Elle n'a rien fait. Elle porte l'enfant d'un autre homme. Et tu t'engages dans une situation compliquée. Sa voix baissa encore. Cette conversation s'arrête là. Vanessa le fixa, abasourdie. Tu l'as choisie, elle, plutôt que moi. Je choisis la paix plutôt que la paranoïa. Ses mots furent comme une gifle. Son expression se durcit. Tu vas le regretter, dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Cela la mit encore plus en colère que s'il avait crié. Elle sortit du bureau d'un pas assuré. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisa. Et quelque chose de plus sombre prit sa place. Les jours suivants furent d'un calme étrange. Vanessa ne vint pas. Elle n'appela pas. Elle n'a pas envoyé de message. Son absence pesait plus lourd que sa présence. Amara le ressentait aussi. Tu as l'air inquiète, remarqua Madame Lawson un après-midi. Je vais bien, répondit Amara. Mais elle ne l'était pas. Il y avait un calme avant la tempête. Et elle avait vécu assez longtemps pour le reconnaître. Ce soir-là,
Tandis qu'elle pliait de petits vêtements de bébé que Madame Lawson lui avait discrètement achetés, elle sentit sa fille bouger fortement en elle. « Ne t'inquiète pas, » murmura-t-elle. Mais elle n'était pas sûre de savoir à qui elle s'adressait. Le bébé. Ou elle-même. À l'autre bout de la ville, Vanessa était assise seule dans son appartement, fixant son reflet dans le miroir. Elle n'avait jamais perdu. Jamais été remplacée. Jamais négligée. Et pourtant, une femme enceinte sans domicile fixe était entrée dans la vie d'Ethan et avait bouleversé son quotidien d'une manière qu'elle ne pouvait contrôler. Contrôle. Voilà le mot juste. Vanessa n'avait pas peur de l'amour. Elle avait peur de perdre le pouvoir. Ses doigts se crispèrent sur le bord de la coiffeuse. Si elle disparaît, murmura-t-elle doucement, tout redeviendra comme avant. Ses pensées s'apaisèrent. Lourdement. Dangereux. Et pour la première fois, la jalousie se mua en intention. De retour au manoir, Amara se tenait en haut du grand escalier plus tard dans la soirée, s'arrêtant pour reprendre ses esprits alors qu'une soudaine vague de vertige la traversait. Elle s'agrippa à la rambarde, respirant lentement, sans se douter que, dans l'ombre du ressentiment, les germes de la haine avaient déjà pris racine. La journée avait commencé trop tranquillement. C'était le premier signe avant-coureur. Le manoir semblait immobile, d'un calme anormal. Même le rythme matinal habituel paraissait étouffé, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Ethan était parti tôt pour une réunion cruciale avec des investisseurs, de l'autre côté de la ville. Il avait hésité avant de partir, jetant un dernier regard vers l'escalier où Amara descendait prudemment. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit », avait-il dit. « Ça ira », avait-elle répondu doucement. Il s'était attardé une demi-seconde de trop. Puis il partit, et les grilles se refermèrent derrière lui. En fin de matinée, Amara rangeait le linge propre dans le couloir à l'étage. Sa grossesse avait atteint ce stade avancé où chaque mouvement nécessitait une planification. Elle se déplaçait lentement, une main soutenant souvent le bas de son dos. Malgré tout, elle avait ressenti une étrange sensation de calme ce matin-là. Peut-être était-ce du déni. Peut-être était-ce de l'espoir. Ou peut-être était-ce la fragile croyance que Vanessa avait enfin pris du recul. Cette illusion s'est brisée à 11h17. Les portes d'entrée se sont ouvertes en bas. Talons hauts. Mesurés. Familiers. Amara se figea. La salutation polie de Madame Lawson parvint faiblement jusqu'à nous. « Bonjour, Madame. » Vanessa. Le pouls d'Amara s'accéléra. Elle se dit de rester calme. « Fais juste ton travail. » Des pas résonnèrent sur le sol de marbre. Puis, ils montèrent l'escalier. Chaque pas était délibéré. Maîtrisé. Vanessa apparut en haut des escaliers, telle une tempête drapée de soie. Elle portait aujourd'hui une robe rouge moulante. Audacieux. Délibéré. Impossible à ignorer. Son regard parcourut le couloir jusqu'à se poser sur Amara. Aucun sourire. Aucune prétention. Une clarté glaciale. « Il n'est pas à la maison », dit doucement Vanessa. Amara se redressa lentement. « Bonjour, madame. » Laissez tomber les politesses, répliqua Vanessa sèchement. On est au-delà de ça. Le couloir lui parut soudain trop étroit. Amara déposa soigneusement le linge plié sur la console voisine. Si vous cherchez Monsieur Cole, il est parti plus tôt. Je sais. Les mots étaient précis. Calculés. Vanessa fit quelques pas lents en avant. J'ai choisi aujourd'hui. L'air s'épaissit. Les doigts d'Amara se crispèrent légèrement sur le bord de la table. Madame, commença-t-elle doucement. Je ne veux pas d'ennui. Vanessa rit. Mais son rire n'avait rien de drôle. Un problème? Répéta-t-elle. Tu es entrée dans ma vie en l'apportant. Je ne t'ai rien fait. Tu existais. Vanessa craqua. Un silence pesant s'installa entre elles. Accusée. Tu crois que je ne le vois pas? Poursuivit Vanessa, la voix légèrement plus forte. La façon dont il te regarde. La façon dont il te défend. Le cœur d'Amara battait la chamade. Je n'ai jamais rien encouragé. Tu n'étais pas obligé. Vanessa s'approcha. Trop près. Il est attiré par les objets brisés. Cela lui donne un sentiment de noblesse. Amara tressaillit légèrement au mot « brisé ». Mais elle ne recula pas. Je n'essaie pas de vous prendre quoi que ce soit. L'expression de Vanessa se crispa. Vous l'avez déjà fait. C'est à ce moment-là que le masque est tombé. Toute élégance avait disparu. Aucune dignité mondaine. Juste de la jalousie pure et simple. Tu crois que parce que tu portes un enfant, les gens devraient te protéger? Siffla Vanessa. Amara posa instinctivement une main protectrice sur son ventre. Je vous demande de me laisser tranquille.
Le regard de Vanessa se posa sur son estomac. Une lueur sombre passa dans ses yeux. « Sais-tu ce que j'ai sacrifié pour être aux côtés d'Ethan ?» demanda-t-elle. « Des années. Apparence. Patience. Je n'ai rien demandé, murmura Amara. Et pourtant, te voilà. » La main de Vanessa jaillit soudain et agrippa le poignet d'Amara. Le contact fut brutal. Inattendu. Amara eut un hoquet de surprise. « Lâchez-moi » dit-elle en essayant de garder une voix calme. Vanessa serra l'étreinte d'Amara. « Tu crois qu'il te choisira ?» demanda-t-elle. « Une femme de ménage enceinte. »« Je ne veux pas qu'il choisisse quoi que ce soit » répondit Amara en se débattant légèrement. Le mouvement lui fit perdre l'équilibre un instant. Et en une fraction de seconde, Vanessa la poussa. Brutalement. Le temps se fissura. Le talon d'Amara glissa sur le sol ciré. Elle perdit l'équilibre. Sa main se porta instinctivement vers la rambarde. Elle la manqua. Son corps bascula en arrière. Le premier pas lui heurta l'épaule. Puis la hanche. Puis le dos. Le monde devint bruit. Bois. Marbre. Douleur. Son corps dévala le grand escalier, heurtant chaque rebord dans un rythme effroyable. Un cri lui échappa. Brut et instinctif. Puis, le silence. Elle gisait recroquevillée au bas des escaliers, immobile. Vanessa, figée en haut, respirait bruyamment. Pendant 1 seconde, 2 secondes, 3, la réalité la frappa de plein fouet. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Des pas résonnèrent à l'extérieur. Une portière de voiture claqua. Les portes d'entrée s'ouvrirent. Amara, la voix d'Ethan, forte et claire. Puis tout s'arrêta. Il la vit, au bas de l'escalier, du sang partout, la main posée sur son ventre comme pour se protéger. Pourtant, un froid glacial le saisit. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. La voix de Vanessa tremblait. Elle a glissé. Il ne la regarda même pas. Il courut et se laissa tomber à genoux près d'Amara. Amara. Sa voix se brisa. Ses paupières frémirent légèrement. Un faible son s'échappa de sa gorge. Soulagement et terreur se mêlèrent en lui. « Reste avec moi » murmura-t-il avec insistance. Il lui caressa doucement le visage. Sa main se retira tachée de sang. La rage l'envahit instantanément. Il leva les yeux. Vanessa se tenait à mi-chemin de l'escalier, pâle et bouleversée. « Je ne l'ai pas fait exprès » commença-t-elle. « Vous l'avez poussé. Ce n'était pas une question. C'était un acte véhément. J'étais en colère. Vous avez poussé une femme enceinte dans les escaliers. » Sa voix n'avait jamais sonné ainsi. Une fureur contenue, de celle qui vibre en silence. Madame Lawson accourut du couloir, horrifiée par la scène. « Appelez une ambulance » ordonna Ethan d'un ton sec. « Non » se corrigea Théil aussitôt. « Laisse tomber. » Il glissa un bras délicatement sous les épaules d'Amara, l'autre sous ses jambes. « Tiens bon » murmura-t-il. Sa main agrippa faiblement sa manche. « Mon bébé » murmura-t-elle. « Elle va bien » répondit-il aussitôt, sans le savoir encore. « Elle va bien. » Vanessa s'avança. « Ethan, s'il te plaît. »« Non » l'avertit-il sans même se tourner vers elle. Ce seul mot était sans appel. Il porta Amara hors du manoir lui-même. Chaque pas lui déchirait le cœur. Il la déposa délicatement sur la banquette arrière de sa voiture et accéléra comme jamais auparavant. L'hôpital s'anima soudainement. Des médecins. Des brancards. Lumière vive. Enceinte de 7 mois, leur annonça-t-il d'un ton pressant. Elle est tombée. Il n'a pas dit pousser. Pas encore. Ils l'ont emmenée, et pour la première fois depuis des années, Ethan Cole s'est senti complètement impuissant. Il se tenait dans le couloir de l'hôpital, les mains légèrement tachées de son sang. Son cœur battait la chamade. Les minutes lui paraissaient des heures. Vanessa arriva 20 minutes plus tard. Il l'aperçut du fond du couloir, et quelque chose en lui se figea. Elle s'approcha prudemment. « Je suis désolée » murmura-t-elle. Il la fixa comme s'il ne la reconnaissait plus. « Tu aurais pu les tuer. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « J'ai perdu le contrôle. »« Voilà ce que tu deviens quand tu perds le contrôle » dit-il froidement. Les mots m'ont blessé plus profondément que les cris. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Mais c'est arrivé. Un silence pesant s'installa. Puis il prononça les mots qui mirent fin à tout. « C'est terminé. » Vanessa eut le souffle coupé. « Tu ne le penses pas. »« Si. Tu l'as choisi, elle ? Moi, je choisis l'humanité. » C'en fut trop. Vanessa resta figée, tandis qu'il lui tournait le dos.
Elle avait perdu. Non pas face à une rivale, mais face à sa propre cruauté. Quelques heures plus tard, un médecin s'est approché. Son état est stable, a-t-il dit. Ethan a failli flancher de soulagement. Et le bébé? Le silence parut interminable. Le bébé est vivant. Nous allons le surveiller de près. Mais pour l'instant, leur état est stable. Ethan ferma les yeux. Il expira. Pour la première fois depuis qu'il avait franchi ses portes, il put respirer. Dans la chambre d'hôpital, Amara était allongée, pâle mais consciente. Lorsqu'il entra discrètement, elle tourna légèrement la tête vers lui. « Tu es revenu » murmura-t-elle faiblement. « Je ne suis jamais partie » répondit-il. Et dans cette pièce stérile et silencieuse. La tempête enfin passée, tout a basculé entre eux. Les hôpitaux avaient ce don de réduire la vie à sa plus simple expression. Pas de sol en marbre. Pas de statut social. Pas de robe de créateur. Des murs blancs, des lumières vives, et la mince frontière entre la perte et le soulagement. Ethan resta assis au chevet d'Amara, longtemps après que les médecins l'eurent assuré que son état était stable. La chambre bourdonnait doucement, alimentée par le bruit des machines. Un moniteur émettait un bip régulier, suivant les battements de son cœur. Un autre surveillait le bébé. Il n'était pas parti. Pas une seule fois. Sa veste était posée sur le dossier d'une chaise. Ses manches étaient retroussées. Il avait enlevé sa cravate depuis des heures. Il ne ressemblait en rien au milliardaire imperturbable qui négociait des accords avec une précision chirurgicale. Il avait l'air d'un homme qui avait failli perdre quelque chose dont il ignorait l'importance. Amara remua légèrement. Ses paupières papillonnèrent avant de s'ouvrir lentement. Un bref instant, la confusion obscurcit son regard. Puis les souvenirs lui revinrent en mémoire. L'escalier. La poussée. La chute. Sa main se porta instinctivement à son ventre. Ethan se pencha aussitôt en avant. « Doucement » dit-il d'une voix douce. « Ne bouge pas trop vite. Mon bébé. » Sa voix s'est brisée. « Elle est vivante » a-t-il dit rapidement. Son cœur bat bien. Les médecins la surveillent. Mais elle va bien. Les larmes lui sont montées instantanément aux yeux. Pas de sanglots théâtraux. Un soulagement silencieux lui parcourut les tempes. Sans réfléchir, Ethan tendit la main et essuya délicatement une larme du pouce. « Tu m'as fait peur » admit-il à voix basse. Elle esquissa un sourire faible et fatigué. « Je ne l'ai pas fait exprès. » La pointe d'humour dans sa voix faillit le faire craquer. « Tu ne devrais pas t'excuser » dit-il en serrant les mâchoires. Un silence s'installa. Le bip de l'écran emplissait l'espace entre eux. « Vanessa » demanda-t-elle doucement. Il n'hésita pas, c'est fini. Elle cligna lentement des yeux. « Tu as mis fin à tout ça ?»« Oui. » Ses sourcils se froncèrent légèrement. « Tu n'aurais pas dû faire ça à cause de moi. »« Je ne l'ai pas fait, » répondit-il fermement. « Je l'ai fait à cause de ce qu'elle a fait. » Il se leva de sa chaise et s'approcha brièvement de la fenêtre, cherchant à prendre ses distances avec l'angoisse qui l'oppressait. « Je l'ai vu, » reprit-il d'une voix plus basse. « Je l'ai vu te pousser. » Le silence retomba dans la pièce. Amara ferma brièvement les yeux. « Je ne voulais pas de conflit, » murmura-t-elle. « Je sais. Et je n'ai jamais voulu m'interposer. »« Tu ne t'es interposé en rien, » l'interrompit-il doucement. « Ce que nous avions était déjà en train de se briser. » Elle l'observa attentivement. « Tu l'aimais. » Il ne répondit pas tout de suite. « J'aimais celle que je croyais être, » dit-il finalement. La sincérité de sa voix provoqua un changement en elle. « Et qui pensiez-vous qu'elle était » demanda Amara d'une voix calme. « Maîtrisée. Stratégique. Calme. » Il esquissa un sourire faible et amer. « En sécurité. »« Et je ne suis pas en sécurité » demanda-t-elle doucement. Il se retourna vers elle. « Tu es la chose la plus dangereuse qui me soit arrivée. » Elle eut le souffle coupé. « Ce n'est pas rassurant, » murmura-t-elle. Il retourna s'asseoir sur la chaise à côté de son lit. « Ça devrait l'être. » Elle le regarda, perplexe. « Tu me fais tout remettre en question, » expliqua-t-il. « Pourquoi je travaille comme je le fais? Pourquoi je m'isole des autres? Pourquoi j'ai érigé des murs et les ai appelés discipline ?» Elle déglutit. « Tu ne me dois pas ces prises de conscience. » Peut-être que si. L'atmosphère entre eux était différente désormais. Plus seulement de la gratitude. Plus seulement de la protection. Quelque chose de plus profond. « Pourquoi es-tu resté ?» demanda-t-elle doucement. Il fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? Vous auriez pu envoyer quelqu'un. Vous avez du personnel. Des chauffeurs. Des assistants. » Sa voix tremblait légèrement. «
Mais vous m'avez porté vous-même. Cette fois, il ne détourna pas le regard. Parce que quand je t'ai vu en bas de ces escaliers. Sa voix baissa. Rit. En d'autres ne comptait. Son cœur rata un battement douloureux. Tu comptes, dit-il simplement. Les mots résonnèrent lourdement. Rien de grandiose. Rien de dramatique. Juste la vérité. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux à nouveau. Mais elle les retint en clignant des yeux. Je ne suis qu'une employée, murmura-t-elle. Il se pencha légèrement en avant. Tu n'as jamais été juste quelque chose. Le silence retomba. Mais ce n'était pas tendu. C'était vulnérable. Ethan, dit-elle doucement. La première fois qu'elle a prononcé son nom dans cette chambre d'hôpital, il s'est figé. Je ne veux pas être un remplacement, a-t-elle poursuivi prudemment. Ou un projet de sauvetage. Sa mâchoire se crispa légèrement. Vous pensez que c'est ça? Je n'en sais rien, admit elle. Lui non plus. Mais il savait ce que ce n'est pas de la pitié, affirma-t-il fermement. Et ce n'est pas une obligation. Il hésita. Puis il dit la vérité qu'il avait évitée. C'est un choix. Sa poitrine se souleva lentement au rythme d'une profonde inspiration. Un choix. Oui. Son regard la fixait intensément. J'ai choisi d'être ici. La pièce semblait se rétrécir autour d'eux. Les machines continuaient leur rythme régulier. Dehors, des infirmières avançaient dans le couloir. Mais intérieurement, tout se réduisait à cet instant précis. Tu as failli perdre ta fille aujourd'hui, dit-elle doucement. Notre fille, corrigea-t-il instinctivement. Les mots lui échappèrent sans réfléchir. Ils se figèrent tous les deux. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Tu n'es pas obligé de dire ça, murmura-t-elle. J'en ai envie. La sincérité de sa voix ne laissa aucune place au doute. Je sais qu'elle n'est pas ma fille biologique, poursuivit-il d'une voix calme. Mais cela ne change rien à ce que je ressens. Elle sentit quelque chose se défaire en elle. Non pas la peur, mais une protection qu'elle s'était forgée depuis des mois. Tu ne la connais même pas encore, dit-elle. J'ai failli la perdre, répondit-il. Cela suffit. Une larme coula sur sa joue. Cette fois, il ne l'essuya pas. Il la laissa le ressentir. Je ne sais pas comment faire confiance à ça, admit elle. Il hocha la tête. C'est juste. J'ai déjà trop perdu. Je sais. Non, murmura-t-elle. Il marqua une pause. Tu as raison, corrigea-t-il doucement. Je ne connais pas ta douleur, mais je sais que je ne veux pas l'aggraver. L'humilité dans sa voix lui serra le cœur. Il n'y avait ni arrogance, ni domination. Juste de l'honnêteté. Il prit lentement sa main, lui laissant le temps de se retirer si elle le souhaitait. Elle ne le fit pas. Ses doigts se glissèrent dans les siens. Sa main était chaude. Doucement. Je ne te presserai pas, dit-il doucement. Je ne te le demande pas, répondit-elle. Un autre silence. Mais celui-ci avait des allures de début, non de fin. Au bout d'un moment, elle reprit la parole. Avait-elle l'air désolée? Il n'hésita pas. Elle semblait avoir peur. Cette réponse lui en disait long. Reviendra-t-elle? Demanda-t-elle. Non. La certitude dans sa voix ne laissait place à aucun doute. Il n'était plus en colère. Il était résolu. Je ne laisserai plus personne te faire de mal, dit-il. Elle l'observa. On dirait une promesse. Oui. Ses doigts se resserrèrent légèrement autour des siens. Tu ne contrôles pas tout, dit-elle doucement. Non, il a acquiescé. Mais je peux contrôler qui a accès à ma vie. Et il avait fait son choix. La porte s'ouvrit doucement et une infirmière entra pour vérifier les moniteurs. Tout semble stable, dit-elle avec un sourire. Un soulagement les envahit tous les deux à nouveau. Quand l'infirmière partit, la pièce parut plus légère. Ethan se laissa aller légèrement en arrière sur sa chaise, mais ne lâcha pas sa main. Tu devrais te reposer, dit-il. Tu n'as pas dormi. Je vais bien. Elle haussa légèrement un sourcil. Tu te surmènes. Il a failli rire. Tu me dis quelque chose. Elle esquissa un sourire. Peut-être avons-nous tous les deux besoin d'apprendre. Il observa son visage, pâle et fort. Tu n'es plus seul, dit-il. Ses paroles n'avaient rien de théâtral, pas de grande déclaration. Mais ses pensées étaient lourdes. Pendant des mois, elle s'était préparée à élever sa fille seule. À lutter en silence. Pour survivre. Et maintenant, elle ignorait tout de l'avenir. Mais elle n'était pas seule face à cette épreuve. Ses yeux commencèrent lentement à se fermer. L'épuisement finit par l'emporter. Il resta assis, tenant toujours sa main, tandis que sa respiration se régularisait.
La lumière de l'hôpital baignait la pièce d'une douce clarté. Ethan la contempla longuement. Non pas comme un milliardaire se doit d'observer. Non pas comme un homme sauvant une personne brisée, mais comme quelqu'un qui venait de réaliser que la chose la plus précieuse qu'il avait failli perdre n'était ni l'argent, ni sa réputation. C'était cette femme fragile et farouche qui dormait à ses côtés. Et cet enfant dont le cœur avait déjà lié leur vie d'une façon irrévocable. Dehors, par la fenêtre de l'hôpital, la ville continuait son cours immuable. Mais dans cette pièce silencieuse, un nouveau départ avait déjà commencé. La guérison est plus lente que le chaos. Le chaos explose. La convalescence se prolonge. Amara est restée hospitalisée 4 jours, sous surveillance. Pendant des jours, les infirmières ont vérifié ses constantes. Pendant des jours, Ethan a refusé de la quitter plus d'1 heure d'affilée. Les médecins ont appelé cela de la précaution. Ethan jugea cela nécessaire. Au bout de 3 jours, la tension qui s'était accumulée autour de ses côtes commença à se relâcher. Le cœur du bébé battait toujours fort. Aucune blessure interne. Aucune complication autre que des contusions et de la fatigue. Physiquement, elle guérirait. L'atmosphère était plus calme émotionnellement. Le 4e soir, la chambre d'hôpital était baignée d'une douce lumière ambrée, celle du soleil couchant. Amara était assise droite, le dos soutenu par des oreillers. Un plateau de nourriture intact était posé à côté d'elle. Ethan, debout près de la fenêtre, le téléphone à la main, terminait un bref appel. « Oui, reportez la réunion à la semaine prochaine », dit-il calmement. « Non, je ne serai pas disponible demain non plus. » Il raccrocha et glissa son téléphone dans sa poche. « Tu remets tout à plus tard », remarqua-t-elle doucement. Il se tourna vers elle. « Oui, tu n'es pas obligée. J'en ai envie. » Elle l'observa. « Je ne veux pas devenir la raison pour laquelle ton monde ralentit. » Il retourna à la chaise près de son lit et s'assit. « Mon monde avait besoin de ralentir, » dit-il d'un ton égal. « Tu viens de me forcer à le voir. » Un silence s'installa. Elle caressa légèrement la couverture d'hôpital du bout des doigts. « Vanessa ne vous a pas contacté ?» demanda-t-elle. « Non. »« Tu es sûre que c'est fini ?» ?»« Oui. » Il n'y eut aucune hésitation. Aucun regret dans sa voix. Rien que la fin. Elle expira doucement. « Je ne veux pas être la femme pour laquelle on me quitte », admit-elle à voix basse. Il fronça les sourcils. « Tu ne le hais pas. C'est l'impression que ça donne. » Il se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux. « Vanessa ne m'a pas perdu à cause de toi, » dit-il. « Elle m'a perdu parce qu'elle m'a montré qui elle est. »« Et moi, qu'est-ce que je suis ?» demanda doucement Amara. Il la regarda attentivement avant de répondre « Tu es honnête. » Elle attendit. « Tu restes imperturbable alors que tu pourrais être amère. » Ses yeux se baissèrent légèrement. « Tu me provoques. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Ça ne finit pas toujours bien. »« Pour qui ?» demanda-t-il. « Pour des hommes puissants. » Il faillit rire. « Tu me vois toujours comme ça. Tu le hais. » Il secoua légèrement la tête. « Pas ici. » L'atmosphère était intime. Dépouillée de titres, dépouillée de rôle. 2 personnes confrontées à une situation imprévue. Plus tard dans la nuit, après que l'infirmière eut baissé la lumière et que le couloir fut devenu silencieux, Amara ne parvint pas à dormir. Le plafond de l'hôpital lui paraissait trop blanc, trop immobile. Ses pensées résonnaient plus fort dans le silence. « Ethan » murmura-t-elle. Il se redressa aussitôt dans le fauteuil où il s'était obstinément installé. « Je suis là. » Elle hésita. « J'ai peur. » Il n'a pas balayé la question d'un revers de main. « De quoi ?» ?»« De cette confiance. » Il se leva et s'approcha, se rassoyant sur la chaise à côté de son lit. « C'est juste. J'ai déjà fait confiance. Et ça t'a brisé. » Elle hocha légèrement la tête. « Pas seulement lui, » dit-elle doucement. « La vie. Les circonstances. L'espoir. » Il écouta sans interrompre. « J'ai appris à ne rien attendre, » poursuivit-elle. « Ça fait moins mal. » Il inspira lentement. « Je ne veux pas être quelque chose dont tu n'attends rien. C'est ce qui rend la chose dangereuse, » murmura-t-elle. Il prit de nouveau sa main. Cette fois, elle entrelaça pleinement ses doigts aux siens. « Je ne promets pas la perfection, » dit-il doucement. « Je ne promets pas de ne pas faire d'erreur. » Elle appréciait qu'il ne lui ait pas promis monts et merveilles. « Mais je te promets que je ne te traiterai jamais comme si tu étais jetable. » Sa gorge se serra. « Et ma fille ?» demanda-t-elle. « Notre fille ?» corrigea-t-il de nouveau, doucement, intentionnellement. Cette fois, elle ne protesta pas. « Je ne disparaîtrai pas, » dit-il fermement.
Je ne me réveillerai pas un jour en me disant que je ne suis pas prêt. Son souffle tremblait. Pourquoi? Demanda-t-elle. Parce que quand je t'ai vu tomber. Sa mâchoire se crispa légèrement à ce souvenir. J'ai compris que te perdre détruirait quelque chose en moi que je ne sais pas comment reconstruire. La vulnérabilité dans sa voix était palpable. Elle lui serra légèrement la main. Tu me connais à peine, murmura-t-elle. J'en sais assez. Par exemple. Il n'a pas hésité. Tu as rendu un portefeuille alors que tu mourais de faim. Son regard s'est adouci. Tu protèges ton enfant instinctivement. Elle déglutit. Tu ne manipules pas. Elle eut un léger hoquet. Tu dis la vérité même quand c'est difficile. Il marqua une pause. Et quand tu souris, j'oublie toutes les tensions qui m'attendent derrière cette porte. La confession résonna dans la pénombre. Elle cligna rapidement des yeux. Je suis dépassée. Tu ne dis pas ça parce que tu te sens responsable? Demanda-t-elle. Non. Tu ne dis pas ça parce que tu as rompu autre chose? Non. Il soutint son regard. Je dis ça parce que quelque part entre cette nuit pluvieuse et cet escalier. Tu es devenu important pour moi. Sa poitrine se souleva lentement. Et toi, murmura-t-elle, tu es devenu un refuge pour moi. Le mot « sécurité » a tout changé. Ce n'était pas de la passion. Ce n'était pas du désir. C'était plus profond. Il se leva lentement, tenant toujours sa main. Puis, avec précaution, il se pencha plus près. Sans précipitation. Sans urgence. Juste assez près pour qu'elle sente la chaleur de son souffle. Si je t'embrasse, murmura-t-il doucement, ce ne sera pas par impulsion. Son cœur se mit à battre la chamade. Ce sera parce que je te choisirai. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Tu es sûre? Oui. Elle observa son visage. Il n'y avait là aucune arrogance. Aucun contrôle. Juste une intention. Je ne veux pas me précipiter, murmura-t-elle. Nous ne nous précipiterons pas, un autre souffle passa entre eux. Puis, lentement, il réduisit la distance. Ses lèvres effleurèrent les siennes. Sans possessivité. Pas exigeant. Juste doux. Régulier. Certaine. Ses doigts se crispèrent instinctivement sur sa chemise. Le baiser s'intensifia à peine. De quoi ressentir des émotions. Pas assez pour être accablant. Lorsqu'il se recula, leurs fronts se touchèrent légèrement. Le silence régnait dans la pièce. Mais elle n'était pas vide. Elle était pleine. On y va étape par étape, dit-il doucement. Elle acquiesça. Un pas honnête à la fois. Il écarta délicatement une mèche de cheveux de son visage. Tu le mérites. Et toi? Demanda-t-elle doucement. Il esquissa un sourire. J'apprends que je mérite quelque chose de vrai. Elle expira lentement. Dehors, les lumières de la ville scintillaient sur le ciel sombre. Dans cette chambre d'hôpital, le monde avait de nouveau basculé. Non pas par la violence. Non pas par jalousie, mais par choix. Elle se laissa retomber sur ses oreillers, tenant toujours sa main. Pour la première fois, elle murmura « Je n'ai pas peur de demain ». Il la regarda attentivement. Bien. Ses paupières s'alourdirent. L'épuisement l'envahit enfin. Il resta assis à ses côtés longtemps, après qu'elle se soit endormie. Non pas qu'il craignît qu'elle disparaisse, mais parce qu'il voulait être là à son réveil. Et quelque part dans le bourdonnement discret des machines hospitalières et la faible lumière des couloirs, les fondements de quelque chose de durable avaient été posés. Non pas bâtis sur le sauvetage. Non pas bâtis sur la rivalité. Mais cette vérité reposait sur des confidences faites à voix basse. Et plus rien ne serait jamais comme avant pour eux. Le manoir leur parut différent à leur retour. Pas physiquement. Le sol en marbre brillait encore. Les lustres scintillaient encore. Le jardin était toujours aussi élégant et paisible. Mais quelque chose d'invisible avait changé. Quand Ethan franchit le seuil, Amara à ses côtés, une main posée, protectrice, sur son dos. Il ne s'agissait plus d'un employeur accompagnant un employé, mais d'un véritable partenariat. Et le personnel l'a remarqué. C'est Madame Lawson qui le remarqua le plus. Elle les salua avec son calme habituel. Mais son regard s'adoucit lorsqu'elle vit Ethan porter lui-même le petit sac d'hôpital d'Amara. « Bienvenue à la maison », dit-elle doucement. « Chez moi ». Ce mot enveloppa Amara d'une manière inattendue. Pendant des mois, elle n'en avait pas eu. À présent, elle rentrait à l'hôpital, non plus en quête d'un refuge, mais en élue. La première semaine après sa sortie fut calme. Délibérément. Ethan a transféré les réunions en visioconférence. Il a raccourci les journées de travail. Il évitait les voyages non essentiels. Et pour la première fois depuis des années,
Il commença à passer ses soirées sans téléphone. Amara observait ce changement s'opérer petit à petit. L'ordinateur portable s'est fermé plus tôt que prévu. La cravate s'est ôtée sans effort. La façon dont il s'asseyait à côté d'elle dans le jardin, sans consulter ses notifications. Tu t'adaptes. Elle remarqua un soir, alors qu'ils étaient assis sous l'amandier. Il lui jeta un regard en coin. C'est la voix de votre professeur ? Elle esquissa un sourire. Peut-être. Il se laissa aller contre le banc. C'est étrange. Ralentir. Oui. Tu détestes ça ? Il réfléchit un instant. Non, admit-il. Je n'y suis juste pas habitué. Elle bougea légèrement, grimaçant lorsque le bébé donna un coup de pied vigoureux. Son attention se porta aussitôt sur elle. Elle est active aujourd'hui. Elle est toujours en mouvement, dit Amara en riant doucement. Elle n'aime pas qu'on l'ignore. Il posa délicatement sa main sur son ventre. Le mouvement le figea. C'était de nouveau là. Cet instinct protecteur. Cette affirmation discrète. Je réfléchissais à des noms, dit-il. Elle haussa un sourcil. Vous l'avez. Oui. Cela semble sérieux. Oui. Elle l'observa attentivement. Que as-tu trouvé ? Il hésita. Un nom qui signifie lumière. Son regard s'est adouci. Pourquoi lumière ? Parce que c'est grâce à elle que je vois les choses différemment maintenant. Sa gorge se serra légèrement. Tu n'es pas obligé de tout interpréter symboliquement, dit-elle doucement. Moi, si. Elle appuya légèrement sa tête contre son épaule, avec précaution, comme pour vérifier si c'était permis. Il ne recula pas. Au contraire, il posa brièvement sa joue contre ses cheveux. Le jardin abritait leur silence avec tendresse. Mais l'amour en privé et l'amour en public sont deux combats différents. La première épreuve survint à l'improviste. 2 semaines après son retour, Ethan reçut une invitation à un gala de charité prestigieux. Un gala auquel lui et Vanessa assistaient chaque année. Il fixa l'enveloppe un long moment. « Tu n'es pas obligé d'y aller », dit doucement Amara de l'autre côté de la pièce. Il leva les yeux. « C'est important. » « Votre ancienne relation aussi, » répondit-elle doucement. Il s'approcha lentement d'elle. « Ça vous dérange que je parte ?» Elle hésita. « Oui, » admit-elle. Il respecta cette honnêteté. « Je n'irai pas, » dit-elle en clignant des yeux. « Tu n'es pas obligé de tout annuler à cause de moi. »« Je n'annule pas à cause de toi, » dit-il calmement. « Je choisis la paix. Mais les gens parleront. Les gens parlent toujours. » Elle expira lentement. « Je ne veux pas me cacher. » Il s'approcha. « Alors ne le fais pas. » Son regard scruta le sien. « Tu es sûr ?» Il hocha la tête. « Si on se lance, on ne le fera pas à moitié. » Son cœur battait la chamade. « Tu m'accepterais ? » « Oui. » Elle baissa les yeux vers son ventre arrondi. « Je suis visiblement enceinte. »« Et alors ? » ?»« C'est compliqué. C'est réel. » Les mots s'installèrent entre eux. « Réel. » Elle releva de nouveau les yeux. « Tu te fiches de ce qu'ils vont penser ? Moi, ce qui m'importe, c'est la vérité. »« Et c'est quoi, la vérité ? » demanda-t-elle doucement. Il n'hésita pas. « Je t'ai avoué. » Cette confession n'était ni bruyante, ni théâtrale. C'était régulier. Son souffle s'échappa lentement. « Tu n'as jamais dit ça avant. »« Je sais. » Un silence s'installa. « Et ?» demanda-t-il doucement. Elle s'approcha. « Moi aussi, je suis amoureuse de toi. » Ces mots étaient terrifiants. Et libérateurs. Il lui prit le visage entre ses mains lentement, délicatement. Comme si elle était fragile. « Tu mérites d'être aimé sans honte, » murmura-t-il. « Et tu mérites quelqu'un qui te voit au-delà des apparences. » Elle répondit. Il l'embrassa alors. Sans la prudence d'un baiser d'hôpital. Sans retenue. Mais toujours douce. Sûre. Lorsqu'ils se séparèrent, l'avenir sembla moins incertain. Le gala arriva 3 jours plus tard. Amara se tenait devant le miroir de sa chambre. Elle ajusta la douce robe de maternité bleu clair que Madame Lawson avait contribué à choisir. Elle épousait élégamment ses formes, mettant en valeur sa grossesse plutôt que de la dissimuler. Elle était radieuse, mais nerveuse. On frappa à la porte. « Entrez » dit-elle. Ethan entra. Pendant un instant, il resta là, bouche bée. Pas la robe, pas le décor. Elle. « Tu es à couper le souffle » dit-il doucement. Elle rit doucement. Ça a l'air répété. Ça ne l'est pas. Il s'approcha. « Tu n'es pas obligé de faire ça » ajouta-t-il doucement. « J'en ai envie. »
Elle répondit, si nous nous engageons ouvertement dans cette voie, engageons-nous ensemble. Il lui offrit son bras. Elle l'accepta. Et pour la première fois depuis cette nuit pluvieuse, elle marcha à ses côtés, non plus comme une employée. Non pas comme un secret, mais comme un choix. Le gala était exactement comme elle l'avait imaginé. Caméra. Chuchotements. Regards insistants. Elle les sentit. Il les sentit aussi. Mais il ne lâcha pas sa main une seule fois. Lorsqu'un ancien associé s'est approché, son sourire s'est brièvement effacé en remarquant sa grossesse. « Ethan ?» a-t-il demandé avec prudence. « C'est moi ?» demanda Ethan. « Mon partenaire ?» répondit-il d'un ton assuré, sans la moindre hésitation. Aucune explication. Juste la vérité. Amara sentait quelque chose de stable en elle. Les chuchotements s'intensifièrent dans la pièce. Mais elle ne recula pas, car sa main restait fermement dans la sienne. Plus tard, alors qu'il sortait sur le balcon pour prendre l'air, elle expira profondément. C'était intense. Il rit doucement. Vous avez mieux géré la situation que la plupart des PDG. Avant, je rêvais de salle de classe, dit-elle d'un ton léger. Pas de ça. Il se tourna complètement vers elle. On peut encore avoir des salles de classe. Elle cligna des yeux. Quoi? Tu ne cesses pas d'être toi-même parce que tu es avec moi. Sa gorge se serra. Je ne veux pas me perdre. Tu ne le feras pas, dit-il fermement. Je ne veux pas de quelqu'un qui disparaisse à mes côtés. Je veux quelqu'un qui tienne bon. Ses yeux s'embuèrent légèrement. Tu es différent de l'homme qui a perdu son portefeuille. Il esquissa un sourire. Bien. La musique qui s'échappait de l'intérieur se répandit doucement dans l'air nocturne. Il se pencha plus près. Épouse-moi. Elle cligna des yeux. Quoi? Pas à cause du bébé, a-t-il précisé. Pas à cause de ce qui s'est passé. Il plongea la main dans sa poche. Pas avec un écrin à bague ostentatoire. Juste sa main. Je veux construire quelque chose avec toi. Délibérément. Son cœur battait la chamade. Ethan. Je ne te demanderai pas de réponse ce soir, dit-il doucement. Je te demande si tu vois un avenir. Elle le regarda longuement, puis posa sa main sur son cœur. J'en vois un, souffla-t-il lentement, soulagé, certain, et quelque chose de plus profond. Il n'avait pas besoin d'une bague pour sceller leur union à cet instant. La promesse était déjà là. Lorsqu'ils sont rentrés ensemble, ils ne se protégeaient plus. Ils ne faisaient plus semblant. Ils ne s'expliquaient plus. Ils étaient simplement ensemble, quelque part sous la lumière des lustres et les murmures des spéculations. Un amour né de l'intégrité, éprouvé par la cruauté et fortifié par le choix, s'était enfin révélé au grand jour. Les contractions commencèrent à 2h17. Amara se réveilla avec une vive contraction dans le ventre, non pas la gêne familière à laquelle elle s'était habituée ces derniers mois, mais quelque chose de plus profond, d'intentionnel. Elle resta immobile un instant, respirant avec précaution. Une autre vague la submergea, plus forte. Elle se tourna légèrement dans le lit et murmura « Ethan ». Il se réveilla instantanément. C'était devenu un réflexe. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il en se redressant. Elle déglutit en serrant les draps. « Je crois que c'est le moment. » Pendant une demi-seconde, il resta figé. Puis tout se mit en mouvement d'un coup. Les lumières du manoir s'allumèrent une à une, tandis qu'une urgence silencieuse emplissait les couloirs. Madame Lawson apparut sur le seuil, calme mais vigilante. « Le sac est prêt » dit-elle. Bien sûr qu'il l'était. Ethan l'avait vérifié lui-même à 3 reprises quelques jours auparavant. Amara était assise prudemment au bord du lit lorsqu'une nouvelle contraction la traversa. Elle inspira lentement. « Tout va bien » dit-il en s'agenouillant devant elle. « Je sais » murmura-t-elle. « Elle est juste impatiente. » Malgré la douleur, un léger sourire se dessinait sur son visage. Il posa doucement ses 2 mains sur les siennes. « Tu n'as pas à être forte toute seule. »« Non » répondit-elle. Une autre contraction, plus forte cette fois. Son étreinte se resserra autour de ses doigts. « D'accord » dit-il d'une voix calme mais teintée d'adrénaline. « On y va. » Le trajet jusqu'à l'hôpital lui parut à la fois trop rapide et trop lent. La ville était calme à cette heure-ci. Les réverbères se reflétaient sur le pare-brise tandis qu'Ethan, concentré sur la route, gardait les yeux rivés dessus. Amara respirait doucement à côté de lui. Inspire, expire, inspire, expire. Tu te débrouilles à merveille, dit-il doucement. Je n'ai même pas encore commencé, répondit-elle faiblement. Il tendit brièvement la main et la lui serra. Je suis là, dit-elle en hochant la tête, et elle le crut.
Le personnel hospitalier se mit en action avec efficacité dès son arrivée. Fauteuil roulant, évaluation, moniteur. La même chambre d'hôpital où ils étaient entrés avec appréhension les accueillait désormais avec espoir. Elle progresse bien, a déclaré l'infirmière après le premier examen. Mais cela prendra du temps. Du temps. Ce mot semblait soudain interminable. Les heures se sont estompées. Les contractions se sont intensifiées. Amara s'est agrippée au bar du lit. Puis les mains d'Ethan. Puis les draps. La douleur arrivait par vagues, puissante, dévorante. Mais elle n'a pas crié. Elle s'est concentrée. Elle a respiré. Ethan ne la quittait jamais. Ni quand ses ongles s'enfonçaient dans sa paume. Ni quand la sueur perlait sur son front. Pas lorsque la fatigue s'insinuait dans sa voix. « Tu es plus forte que tu ne le crois », murmurait-il à plusieurs reprises. « Je ne me sens pas forte », haltatait-elle lors d'une contraction particulièrement violente. Cela ne change rien à la vérité. Elle ferma les yeux très fort. « Ça fait mal. »« Je sais. Toi, non. » Il a failli esquisser un sourire malgré la tension. « Tu as raison. Mais si je pouvais te le prendre, je le ferais. » Sa respiration devint légèrement saccadée. « Reste avec moi, » murmura-t-elle. « Toujours. » En fin d'après-midi, l'épuisement l'avait profondément marquée. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça, » admit-elle d'une voix tremblante. Ethan écarta doucement ses cheveux humides de son visage. « Tu peux. »« Comment le sais-tu ? » ?»« Parce que tu as survécu à pire. » Des larmes perlèrent au coin de ses yeux. « Ce n'est pas juste. »« Non, » acquiesça-t-il doucement. « Ce n'est pas le cas. » Une autre contraction le prit. Plus fort que les autres. Le médecin est intervenu. C'est le moment. Tout est affûté. Les infirmières sont en place. Les instructions sont données. Poussez quand je vous le dirai, ordonna le médecin. Amara hocha faiblement la tête. Ethan lui tenait fermement la main, la retenant. La première poussée lui procura une brûlure intense. Elle laissa échapper un cri rauque et sans retenue. C'est ça, l'encouragea le médecin. Encore une fois. Elle secoua légèrement la tête. Je ne peux pas. Si, tu peux, dit aussitôt Ethan. Regarde-moi. Elle força ses yeux à s'ouvrir. Son regard était fixe, inébranlable. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, dit-il fermement. Je suis là. Elle inspira profondément et poussa de nouveau. Le temps se fragmenta en efforts. Respiration. Douleur. Encouragement. Puis un cri. Aigu. Perçant. Vivant. La pièce retint son souffle pendant une seconde sacrée. Puis elle se remplit de sons. Les larmes brouillèrent instantanément la vue d'Amara. « Est-ce qu'elle l'est » murmura-t-elle désespérément. « Elle est parfaite » répondit le médecin avec un sourire. Ethan laissa échapper un soupir saccadé. Il ne s'était pas rendu compte qu'il retenait son souffle. L'infirmière déposa délicatement le petit paquet qui pleurait contre la poitrine d'Amara. Le monde s'arrêta. La peau de sa fille était chaude. Douce. C'était réel. Amara laissa échapper un sanglot, non pas de douleur, mais de soulagement. « Salut » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Salut, mon amour. » Ethan restait figé près du lit. Ses yeux brillaient d'une façon qu'il ne cherchait pas à dissimuler. « Elle est magnifique » dit-il doucement. Amara leva les yeux vers lui. « Elle a ton air sérieux. » Il rit doucement. Débordé. « J'espère que non. » Les minuscules doigts du bébé se crispèrent instinctivement contre la peau d'Amara. Une présence ancienne et puissante s'installa dans la pièce. La vie. Pure. Incontestable. Après que les infirmières l'eurent lavé et pesé, elles déposèrent délicatement le bébé dans les bras d'Ethan. Il hésita une seconde seulement avant de l'accepter. Elle était incroyablement petite. Fragile. Et pourtant, son poids changea tout. Il baissa les yeux vers son petit visage, et quelque chose en lui changea à jamais. « Bonjour » murmura-t-il doucement. « Je t'attendais. » Le bébé remua légèrement, les yeux à peine ouverts. Sa gorge se serra. « Je te le promets » murmura-t-il d'une voix chargée d'émotion. « Je ne te laisserai jamais douter que tu es désiré. » Amara les observait depuis le lit, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Cet homme, qui avait jadis mesuré le succès en chiffres et en négociations, était désormais anéanti par un miracle de 3 kilos. Il leva les yeux vers elle. « Lumière » dit-il doucement. Elle sourit. « C'est son nom. »« Lumière » demanda-t-il doucement. Elle acquiesça, car elle l'avait apporté dans les moments les plus sombres. Sa poitrine se serra. « Lumière »
répéta-t-il doucement. Je fais un essai, pour vérifier l'ajustement. Plus tard, quand le silence se fit dans la pièce et que les infirmières les laissèrent seules, Ethan s'assit près du lit tandis qu'Amara serrait leur fille contre elle. C'est toi qui l'as fait, dit-il doucement. Nous l'avons fait, corrigea-t-elle. Il se pencha et l'embrassa tendrement sur le front. Je n'ai jamais été aussi fière de quoi que ce soit dans ma vie. Elle esquissa un sourire. Vous avez conclu un contrat d'1 milliard de dollars. C'est mieux comme ça. Elle l'observa attentivement. Tu es différent. Je sais. Le regrettes-tu? Il n'a pas hésité. Non. Il regarda de nouveau leur fille. Elle n'est pas seulement à toi, dit-il doucement. Elle est à nous. Ce mot ne la surprenait plus. Il lui semblait juste. Tu es sûr? Demanda-t-elle doucement. Il soutint son regard avec assurance. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Un silence chaleureux les enveloppa. Par la fenêtre de l'hôpital, le soir tombait sur la ville. À l'intérieur, 3 vies étaient à jamais liées. Amara laissa retomber sa tête sur les oreillers, l'épuisement prenant enfin le pas sur l'adrénaline. Ethan resta près d'elle, une main posée délicatement sur la sienne et le petit corps du bébé. Nous allons construire quelque chose de beau, dit-il doucement. Elle le regarda. Pas parfait, ajouta-t-elle doucement. Il sourit. Non, pas parfait. Leur fille oscillait légèrement entre elles, mais c'était la nôtre. Et pour la première fois de sa vie, Amara n'avait plus l'impression de survivre. Elle avait l'impression de renaître. La jeune fille qui, un jour, s'était assise sous la pluie avec son portefeuille perdu, venait de donner naissance à quelque chose de bien plus précieux que tout ce que l'argent pourrait acheter, l'espoir. Et cette fois, il était là pour durer. 6 mois plus tard, la demeure ne donnait plus l'impression d'être un lieu où Amara était entrée par hasard. Elle semblait habitée. Non pas à cause des sols en marbre ou des hauts plafonds, mais à cause des petits détails humains désormais disséminés partout. Une couverture pour bébé, posée sur l'accoudoir d'un canapé crème. De minuscules chaussettes abandonnées près du banc du jardin. De douces berceuses qui résonnent en sourdine le soir. La lumière avait transformé la maison. Et elle les avait transformés. Un après-midi, Ethan se tenait près de la grande fenêtre du salon, observant Amara dans le jardin en contrebas. Elle était assise sur une couverture sous l'amandier. La lumière se balançait doucement sur ses genoux. Le bébé riait. Un son clair et puissant qui portait même à travers le verre. Ethan sourit sans s'en rendre compte. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée. C'était mieux. Amara avait changé, elle aussi. Pas de cette façon dramatique dont les magazines dépeignaient la maternité, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait surmonté la peur et en était ressorti plus fort. Son rire était plus spontané. Sa posture était assurée. Et lorsqu'elle tenait sa fille dans ses bras, plus aucun doute ne brillait dans ses yeux. Ethan sortit. Le soleil de fin d'après-midi réchauffait le jardin, tandis qu'il s'approchait. Light le remarqua aussitôt et poussa un cri aigu tentant dans les bras. Il s'accroupit instinctivement et la souleva délicatement dans ses bras. « Eh bien, c'est un accueil chaleureux, » dit-il doucement. Amara sourit. « Elle est partiale. Je l'ai bien élevée. Tu lui lisais des histoires, » corrigea-t-elle doucement. « Oui. » Il déposa un doux baiser sur le front de Light. Chaque soir, sans faute, il lisait à voix haute. Parfois des articles professionnels par habitude, parfois des livres pour enfants, parfois des extraits de romans recommandés par Amara. Au début, c'était anodin. Maintenant, c'était devenu un rituel. « Tu as été silencieux aujourd'hui, » remarqua Amara. Il hésita. « Il y a quelque chose que je voulais te demander. » Son sourcil se leva légèrement. « Ça a l'air sérieux. » Ça l'est. Il s'assit à côté d'elle sur la couverture. Une douce lumière caressait sa poitrine. Pendant des mois, j'ai bâti ma vie autour de la survie et de l'ambition, commença-t-il lentement. Mais je ne veux pas entamer ce nouveau chapitre sans intention. Elle l'observait attentivement. Je l'ai déjà demandé une fois, poursuivit-il doucement. Mais je veux poser la question correctement. Son cœur rata un battement. Il déposa doucement Light dans ses bras et se leva. Puis, sans cérémonie, sans emphase, il s'agenouilla. Amara eut le souffle coupé. Il fouilla dans sa poche, et cette fois, il y trouva une bague. Simple, élégant, volontaire. Je ne veux pas t'épouser à cause de ce qui s'est passé, dit-il d'une voix calme. Ni à cause de Light. Ni parce que c'est logique. Ses yeux se sont remplis lentement. Je veux t'épouser parce que tu as choisi l'honnêteté alors qu'il aurait été plus facile de faire autrement. Parce que tu m'as poussée à être pleinement présente. Parce que tu as transformé une maison en foyer. Sa voix s'est adoucie. Parce que je t'aime.
Une larme coula sur sa joue. « Tu n'as pas besoin de t'agenouiller devant moi, murmura-t-elle d'une voix tremblante. J'en ai envie. Le jardin semblait hors du temps. Amara, dit-il doucement. Veux-tu m'épouser? Elle le regarda. Elle le regarda vraiment. L'homme qui l'avait soutenue lorsqu'elle était tombée. L'homme qui l'avait choisie en public. L'homme qui tenait sa fille dans ses bras, comme si elle avait toujours été la sienne. Oui, souffla-t-elle. Le soulagement et la joie illuminaient aussitôt son visage. Il glissa la bague à son doigt, puis se leva et la prit délicatement dans ses bras. Light se tortillait entre eux, poussant des petits cris de joie comme pour approuver leur décision. Amara rit à travers ses larmes. Je crois qu'elle est d'accord. Elle a un excellent jugement, a-t-il répondu. Le mariage était intime. Intime. Volontaire. Sans presse. Pas de grand spectacle. Juste les personnes importantes. Madame Lawson a pleuré en silence pendant les vœux. Quelques amis proches d'Ethan, issus de son cercle professionnel, étaient présents. Ceux qui avaient été témoins de sa transformation l'avaient surprise et respectée. Amara portait une simple robe blanche qui épousait gracieusement ses formes. Elle n'avait pas besoin de faste. Elle avait besoin de sincérité. Tandis qu'elle remontait l'allée, non pas seule cette fois, mais portant délicatement la lumière dans ses bras, Ethan sentit une profonde émotion l'envahir. La paix. Lorsqu'elle l'atteignit, il prit la lumière avec douceur et la confia à Madame Lawson avant de prendre les mains d'Amara dans les siennes. L'officiant parla à voix basse, mais Ethan entendit à peine les mots. Il ne voyait plus que la femme qui, jadis, avait bravé la pluie, choisissant l'intégrité plutôt que le désespoir. « Je te le promets, » dit-il à son tour, la voix ferme mais émue. « Je ne te laisserai jamais douter de ta valeur. » Ses doigts se resserrèrent autour des siens. « Je te le promets, » répondit-elle. « D'être à tes côtés, pas derrière toi. » Inutile de faire de longues déclarations. Ils avaient déjà prouvé leur engagement dans des moments plus difficiles. Leur baiser n'était pas une simple démonstration, mais une confirmation. La vie après le mariage n'est pas devenue parfaite. Light pleurait à des heures indues. Ethan avait toujours du mal à se détacher complètement du travail. Amara luttait encore contre des moments de peur lorsque tout semblait trop beau. Mais ils affrontaient ces moments ensemble. Un soir, des mois plus tard, Amara se tenait dans la chambre d'Ethan, observant ce dernier le bercer doucement jusqu'à ce qu'il s'endorme. « Tu n'aurais jamais imaginé ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Il esquissa un sourire. « Non. La vie d'avant te manque ?» Il réfléchit à la question. « Non, » finit-il par dire. « J'ai réussi. Mais je n'étais pas comblée. » Elle s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Tu as trouvé l'épanouissement dans le chaos. »« Je l'ai trouvé en toi, » corrigea-t-il doucement. Elle s'approcha et posa brièvement sa tête contre son épaule. « Tu l'as trouvé parce que tu étais prêt. » Il baissa les yeux vers leur fille. « Et parce que tu as rendu un portefeuille. » Elle rit doucement. « Cette petite décision. » Ce n'était pas une petite décision, a-t-il dit. C'était crucial. Des années plus tard, Light entendrait cette histoire. Comment sa mère, un jour, s'était retrouvée assise sous la pluie, sans rien. Comment elle avait trouvé de l'argent qui aurait pu changer sa vie du jour au lendemain. Et elle a choisi l'intégrité. Comment ce simple acte a changé le cours du destin. On le lui raconterait, non pas comme un conte de fées. Mais c'est la vérité. Le caractère. Ethan le lui disait doucement en la voyant vieillir. C'est ce que l'on fait quand personne ne nous regarde. Et l'amour, ajouterait Amara, naît de la sincérité plutôt que de la peur. La lumière grandirait, baignée de chaleur. Pas seulement la richesse. De la chaleur humaine. Le manoir résonnerait de rire au lieu du silence. Le jardin accueillait des anniversaires et des soirées paisibles. L'escalier, jadis chargé de souffrance, était désormais parcouru de petits pas qui montaient et descendaient. Et parfois, tard dans la nuit, quand la maison était silencieuse, Amara se tenait près de la fenêtre, se remémorant la pluie. Elle se souvenait de la faim. Elle se souvenait du poids de ce portefeuille dans ses mains tremblantes. Elle jetait un coup d'œil à Ethan, à côté d'elle. Elle regardait sa fille endormie au bout du couloir. Et elle murmurait doucement pour elle-même, ça en valait la peine. Car les plus grands tournants de la vie surviennent rarement en fanfare. Ils se produisent discrètement, dans des moments où personne ne regarde. Là où le choix entre la facilité et le bien est crucial. Et parfois, choisir le bien ne change pas seulement votre situation, cela change votre destin. La jeune fille qui n'avait rien possédait désormais tout ce qui comptait. Non pas parce qu'elle avait été sauvée, mais parce qu'elle avait refusé de se perdre. Et ce faisant, elle a trouvé l'amour. Elle a trouvé une famille.
Elle a trouvé la lumière. Et cette fois, il est resté.